Mais écoutez, chers collègues, monsieur le rapporteur, je vous propose qu'on démarre cette audition consacrée à la question des sondages dans le cadre de cette commission d'enquête qui examine les conditions d'organisation des élections dans notre pays. Nous avons reçu monsieur Jean-Pierre Sueur un peu plus tôt dans l'après-midi et nous allons poursuivre avec vous cette audition avec monsieur Alexandre Désé, professeur de sciences politiques à Montpellier, de monsieur Luc Brunner, grand reporter au journal Le Monde, et qui se sont tous les deux intéressés dans un passé récent au-dessous, je dirais, de la fabrique des sondages, et qui en tirent manifestement des conclusions plutôt critiques, mais ça, je vous laisserai le soin de développer votre propos. Peut-être pour la clarté des échanges, l'organisation de cette audition, le mieux serait peut-être que M. Brunner nous présente dans un premier temps les leçons qu'il avait tirées de son enquête en 2021, je rappelle intitulée Dans la fabrique opaque des sondages, avant que M. Désé ne ressente le propos sur les sondages politiques, objet de l'ouvrage que vous avez publié en 2022, 10 leçons sur les sondages politiques. Avant de vous laisser successivement la parole pour un propos liminaire qui précédera ensuite un moment d'échange de questions-réponses avec nous, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc successivement à lever la main droite et à dire « je le jure ». Écoutez, c'est parfait, et je vous laisse la parole, peut-être en commençant avec M. Brunner. Bonjour, merci pour votre invitation. Pensez à bien allumer votre micro, s'il vous plaît, merci. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est effectivement un sujet extrêmement intéressant et qui est la question des sondages. Je vais vous raconter ma démarche et vous livrer une série de constatations ou d'interrogations sur la pertinence, l'efficacité et l'utilisation de ces outils. Ma démarche, elle est assez simple. Ça part d'une curiosité de journaliste qui est de lire en bas des sondages, en bas des notices des sondages, cette indication répétée sur le fait que ce sont des questionnaires auto-administrés sur Internet, parfois précisés sur des panels ou des access panels. Pendant des années, j'ai lu ces études sans me poser la question de la méthodologie précise de ces sondages, en considérant que on était d'abord, nous, concentrés sur ce qu'on lit habituellement sur les notices, c'est-à-dire le nombre de répondants, le type de profil, les conditions de passation de nos sondages, les dates de réalisation, le type de questions, c'est-à-dire des problématiques assez simples. Et donc, j'ai simplement voulu savoir comment fonctionnaient ces panels et comment étaient auto-administrés, qui est une formule qui m'a toujours beaucoup plu, ces sondages. Et donc, de façon très simple, j'ai commencé à faire une requête sur Google en tapant sondage en ligne et puis sondage rémunéré, puisque assez vite, il apparaît que ces sondages sont rémunérés. Alors rémunéré très faiblement, il ne faut surtout pas surestimer la valeur financière de ces réponses. Et j'ai commencé à m'inscrire sur un premier site de sondage, sur un deuxième, un troisième, et en me rendant compte qu'en fait, il y avait là un matériau journalistique qui était peu exploité, un matériau scientifique par ailleurs qui était peu travaillé, me semblait-il, puisque en parallèle, j'ai évidemment commencé à faire des recherches sur des publications scientifiques, sur des travaux faits par les instituts, en me rendant compte qu'on était sur un domaine d'opacité réelle. Et donc j'ai fait quelque chose qui est une pratique journalistique qui est toujours délicate, c'est que j'ai inventé des alias, j'ai créé des fausses identités pour répondre de façon quasiment industrielle, en tout cas à l'échelle d'un individu, à des centaines de sondages pendant plusieurs semaines. Je recommande ça à personne en passant parce que c'est une sorte de discipline qui est assez étrange, qui ne correspond évidemment pas à la pratique réelle aujourd'hui. Et donc j'ai répondu à des sondages sur des pneus automobiles, des marques de chocolat, l'image de Michel-Édouard Leclerc, des sextoys, les croquettes pour chats. Je fais une liste qui est une liste à la Prévert, mais qui correspond réellement à ce que sont les entreprises marketing qui procèdent à des sondages. Elles se font appeler instituts de sondage, c'est leur liberté. C'est vrai que ce sont d'abord des entreprises marketing.
et qui répondent à une demande sociale, à une demande d'entreprise qui est de tester des messages commerciaux, de tester des packaging, de tester des stratégies commerciales, qui est je crois, je n'ai pas les chiffres, et vous pourrez évidemment le vérifier auprès de ces entreprises, l'essentiel de leur activité. À côté de ces activités, et c'est évidemment ce que je cherchais, il y a l'activité des sondages politiques, qui sont les sondages, les études qui, en période de campagne électorale, ont évidemment un impact majeur. Et donc, entre mes réponses sur les croquettes pour chats et les marques automobiles, j'ai commencé à répondre à des sondages sur les intentions de vote, en ayant comme choix méthodologique de répondre n'importe quoi, donc de ne surtout pas avoir, moi, le moindre impact à ma petite échelle, qui était une forme de précaution personnelle, mais qui montrait bien qu'on pouvait de fait répondre de façon complètement aléatoire à l'ensemble de ces questions. Et j'ai répondu comme ça à plusieurs dizaines d'enquêtes réalisées par à peu près tous les instituts de sondage qui sont présents sur le marché français. Avec une série d'interrogations et de constatations sur la fiabilité de ces outils. D'abord le fait qu'on est dans une démarche volontaire de la part des répondants. J'ai choisi de m'inscrire. Les centaines de milliers de Français qui sont inscrits sur ces panels le font de façon volontaire. Ce qui est, en termes de méthodologie des sondages, je vous ferai, si vous voulez, tout à l'heure un point sur une autre enquête scientifique qui a été réalisée, une autre enquête scientifique, elle, contrairement à la mienne qui est journalistique, qui a été réalisée notamment par des administrateurs de l'INSEE, de l'INED et dans le domaine de la santé publique, qui pointe cette fragilité majeure des sondages en ligne aujourd'hui, c'est que le panel des répondants, ce sont des gens qui s'inscrivent volontairement. Alors certains comme moi font la démarche d'aller sur des panels. Alors, la mienne est évidemment encore très particulière. Ils peuvent le faire pour des raisons, pour des questions de curiosité personnelle, pour gagner un peu d'argent. Ils peuvent éventuellement le faire aussi pour des raisons politiques. On ne peut vraiment pas exclure cette hypothèse-là. Mais en tout cas, il y a là une fragilité méthodologique qui est assez abyssale en réalité quand on écoute les scientifiques qui travaillent sur cette question-là. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une redécouverte au fond, c'est l'enchaînement des questions parfois très déroutantes. Vous devez connaître le principe de ce que les sondeurs appellent les omnibus, c'est-à-dire des sondages avec des séries de questions qui peuvent être très variables. Et donc on va vous poser des questions sur votre consommation de camembert, sur votre rapport, votre besoin éventuel d'un prêt immobilier. Et puis vous allez arriver à des questions sur vos opinions politiques et éventuellement sur le choix d'un futur président de la République. Voilà. Et donc en termes de méthodologie, c'est vrai que c'est assez troublant de voir que ces outils sont ensuite utilisés d'un point de vue politique. La troisième constatation, et j'essaierai de ne pas faire trop long parce que sinon je commence à durer un peu, elle est moins au fond sur les instituts de sondage et les entreprises marketing qui après tout répondent à un besoin social qui peut être celui des entreprises, des médias, des partis politiques, des candidats à des élections, qu'à la façon dont nous, médias, nous en faisons part. Et si j'ai une critique à apporter à la méthodologie des entreprises de marketing qui font des sondages, j'ai évidemment une critique similaire à nous apporter à nous, médias, qui d'abord n'avons pas toujours présenté ces méthodologies avec suffisamment de clarté, et qui d'autre part, à titre personnel, je pense, faisant un usage inconsidéré des sondages. On accorde probablement aux sondages une place qui est aujourd'hui assez démesurée dans ce qu'on peut appeler la fabrique de l'opinion. Alors si on veut se rassurer, je ne sais pas si on se rassure, on n'est pas les seuls. Je pense que l'addiction au sondage de votre côté, vous politiques, vous gouvernants, est assez spectaculaire quand on regarde les budgets du SIG votés ces dernières années avec des études, y compris des études comportementales. On est sur des usages qui sont des usages assez... comment les qualifier, assez récurrents, voilà, pour rester assez diplomate. Et donc la question de l'addiction, ou en tout cas de la place qu'on accorde collectivement à ces études dans le débat public, me paraît être une question qui n'est pas une question adressée aux instituts en tant que tels. Après tout, ils sont sur un marché, ils répondent à une demande, il y a des commanditaires de ces sondages, il y a des financeurs de ces sondages, il y a des diffuseurs de ces sondages. Ils ont bien raison de répondre à cette demande-là. La question, elle nous est adressée à nous, médias, à vous, partis politiques, gouvernants, élus, avec ce constat que, par ailleurs, les sondages
sont une représentation d'une société. Quand on se focalise sur les sondages, sur les opinions de vote, ça n'est qu'une partie de ce qu'on retient des études d'opinion. Il y a toute la partie sur les thématiques qui sont considérées, selon les sondages, comme étant importantes aux yeux des Français. On va avoir tendance, à travers les sondages, à résumer une société à travers une série d'items, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, qui sont des sortes de caricatures de ce que peut être une société. Et je trouve que de ce point de vue-là, on a, nous, une responsabilité média à prendre un peu plus de mesures sur l'usage de ces outils. Voilà, de façon très synthétique, une première remarque. Merci beaucoup, Monsieur Dézé. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, merci beaucoup pour votre invitation. Évidemment, je suis ravi d'avoir l'occasion aujourd'hui d'échanger avec vous autour de la question des sondages, a fortiori parce que j'ai été privé de parole au cours de ces 2 dernières années, étant sous le poids d'une plainte pour diffamation qui a été déposée par l'IFOP à mon encontre pour avoir critiqué, ou pour avoir osé critiquer, en tout cas, un sondage de l'IFOP dans les colonnes du Monde. Finalement, l'IFOP s'est désisté à 48 heures de l'audience, donc c'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. Donc on pourra peut-être revenir aussi sur la manière dont un certain nombre d'instituts, ou de responsables en tout cas d'instituts, traitent les chercheurs qui portent un point de vue qui ne conforte pas la vision dominante de l'industrie sondagère en France. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser au sondage politique quand j'étais étudiant. Je faisais ma thèse à Sciences Po Paris. Et pour gagner ma vie, un de mes professeurs qui s'appelle Jean-Louis Missica m'a embauché dans un cabinet de conseil qui s'appelait JLM Conseil. Et Jean-Louis Missica avait été notamment directeur de l'Institut BVA. Et il m'a chargé en fait de mettre à l'interface entre les clients du cabinet et les instituts de sondage. C'est comme ça que j'ai découvert le monde des instituts de sondage, en travaillant notamment, j'ai fait pour la mairie de Paris, pour le Parti Socialiste, pour le Figaro, etc., pour le service d'information du gouvernement également. Voilà. Et puis, c'est devenu un objet de recherche, et puis également le thème de plusieurs de mes enseignements. J'ai même cofondé avec des collègues, notamment Jean-Yves Dormagin, que vous avez reçu ici il y a quelques temps, un master centré sur les métiers des études et du conseil. Et donc, j'ai formé un certain nombre de sondeurs qui travaillent actuellement dans les instituts de sondage, mais tous mes étudiants connaissent mes positions, par ailleurs, sur la production sondagère. Et donc, effectivement, j'ai plutôt un regard critique sur les sondages. Alors aujourd'hui en France, l'existence des sondages politiques, hein, puisque ce sont ces sondages qui nous intéressent, l'existence de ces sondages est complètement naturalisée. Voilà. De même que leur finalité. On a l'impression que les sondages politiques sont capables de nous dire ce que pense l'opinion publique, capables de mesurer les rapports de force politiques entre les élections, capables voire de prédire l'avenir politique. Hein. Je pense que l'intérêt pour les sondages réside évidemment dans les capacités de prédiction qu'on leur prête. Et de la même manière, c'était un peu rappelé par Luc Brunner, en fait les résultats des enquêtes sonnent comme une évidence. Globalement, personne ne prend le temps vraiment de déconstruire, en fait, d'une part, la manière dont les résultats des enquêtes ont été produits, et puis en gros, la manière dont ça se passe, quoi. Alors moi, je me positionne, enfin les sociologues se positionnent généralement contre le sens commun, contre les évidences, justement. Et donc mon propos liminaire, là, ça sera d'essayer de rappeler un certain nombre de problèmes majeurs que me semble poser la production sondagère contre l'évidence selon laquelle tout irait dans le meilleur des mondes pour le monde des sondages. Le premier problème, pour moi, c'est un problème d'omniprésence, en fait, de surabondance, en fait, des sondages politiques qu'on peut mesurer à travers plusieurs indicateurs. En France, en moyenne, il y a 1000 sondages d'opinion qui sont publiés chaque année, et entre 5 à 10 000 en fait, qui sont réalisés mais qui ne sont pas publiés. D'accord ? On peut prendre des chiffres qui sont donnés par la commission des sondages. En 50 ans, le nombre de sondages réalisés dans le cadre des campagnes présidentielles en France a été multiplié par 40 entre 65 et 2017. On est passé de 14 sondages en 65 à 560 en 2017. Même la commission en fait, des sondages, dans son dernier rapport, parle d'un champ médiatique saturé
par les sondages. Il y a d'autres indicateurs évidemment de cette importance. C'est la place qu'ils ont pris dans la production, dans l'appréhension du politique. Les sondages sont au cœur de l'actualité politique. Ils sont devenus complètement indispensables pour les acteurs politiques. Effectivement, le service d'information du gouvernement dépense des millions en commande de sondages. On a l'impression que maintenant, ce sont les sondages qui fabriquent les candidatures, ils participent de la sélection des candidats. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'ARCOM pour définir la représentativité des partis et des listes. Et que se base, c'était une proposition de notre actuel Premier ministre, que se basent également les maires pour accorder leur parrainage, quoi. Voilà. Il faut des seuils. Voilà, pour un prêt bancaire, maintenant, il faut avoir au minimum 8% d'intention de vote dans un sondage. Quand on prend conscience de la manière dont sont produits ces sondages, on frémit à l'idée que les sondages puissent avoir une telle importance. Alors, ils sont devenus omniprésents, et ce qui est curieux, c'est que, de mon point de vue, ils n'ont jamais présenté autant de faiblesses méthodologiques, quoi. Et jamais ils ne se sont presque autant trompés. Alors, on a tous en tête des erreurs historiques de sondage, 95, 2002, le Brexit, les élections présidentielles américaines, 3 fois, 2016, 2020, 2024. D'accord ? Mais en fait, on a tout. Ces erreurs-là sont présentées comme des erreurs à peu près normales. Sauf qu'en fait, les erreurs des instituts sont quasiment constantes. Alors, dans mon livre, effectivement, j'ai fait un petit recensement. Je me suis basé sur le cas de la France. J'ai pris toutes les élections depuis 1995. Et j'ai pris les dernières estimations, c'est-à-dire celles qui sont censées être les plus fiables. D'accord ? Alors, toute consultation électorale confondue, depuis 1995, en fait, les estimations des instituts français se sont révélées erronées ou approximatives dans 1 cas sur 2. Alors, dans quel secteur en fait, professionnel on tolère en fait, que des individus fassent une erreur sur 2 ? Imaginons, je ne sais pas, un médecin qui soigne bien un patient sur 2, un boulanger qui fait une baguette sur 2 qui soit comestible, etc. En fait, on ne le tolérerait pas. Là, ce qui est remarquable dans le secteur de l'industrie sondagière, c'est à quel point finalement tous ces éléments en fait, sont sans grande importance. Et le pire, en fait, c'est que là, j'ai pris les sondages au plus près de l'élection. Il ne faut pas oublier qu'une plus grosse partie, une grande partie en tout cas de la production sondagière, eh bien, est produite bien avant les élections. Je prends le cas des élections présidentielles. Depuis 1995, aucune enquête réalisée 1 an avant le scrutin présidentiel n'a jamais prédit correctement l'ordre d'arrivée du premier tour. À 6 mois de l'élection présidentielle, les estimations ne sont fiables que dans 1 cas sur 8. À 3 mois, dans 1 cas sur 3. J'ai regardé les décomptes de la commission des sondages en 2017. À 3 mois du premier tour du scrutin présidentiel, il y avait déjà 40% de la production en fait, sondagière qui avait été publiée. Quelle est la valeur en fait, de cette production ? Elle est quasiment nulle. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'elle contribue à faire ? À produire des rapports de force complètement virtuels, qui nourrissent un débat interminable et parfaitement inutile. Dans son rapport d'activité 2024, la commission des sondages a fait le constat, j'ai lu ce rapport avant de vous rencontrer, fait le constat que la valeur prédictive des sondages a progressé avec la généralisation des enquêtes en ligne. Je pense que c'est faux. Alors comment expliquer ces erreurs ? En fait, ça tient à d'autres problèmes que je vais évoquer rapidement parce que je pense qu'on va y revenir. Il y a le problème de la représentativité des échantillons, évidemment, qui sont construits sur un nombre insuffisant de variables de quota, qui sont généralement de trop petite taille. Dans le cas des sondages d'intention de vote, vous prenez un échantillon de 1000 personnes, mais en fait, ce n'est pas ces 1000 personnes qui vont répondre à l'enquête sondagière. Ce sont les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, qui déclarent une intention d'aller voter et une orientation de vote. Ben, généralement, vous prenez l'échantillon de base, de départ, 1000, et vous le divisez par 3. Ça fait plus que 300 personnes. Je veux dire, pas besoin d'avoir suivi des cours de statistiques pour savoir qu'avec un échantillon de 300 personnes, on parvient évidemment à des prévisions qui n'ont aucun rapport avec la réalité finale. Luc Brunner l'a très bien rappelé, on est sur des échantillons en ligne qui sont très problématiques. C'est une antinomie en fait. On ne peut pas faire des sondages sur des personnes qui sont volontaires en fait, et auto-recrutées, et qui remplissent eux-mêmes leur questionnaire. D'accord ? Dans quelles conditions ? On ne le sait pas. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a encore en France 14 millions de personnes qui ne sont pas connectées, qui se connectent très rarement,
ou qui souffrent encore d'électronisme, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à faire une recherche sur Internet, quoi. Ce sont des gens qui sont évidemment exclus des enquêtes en ligne. Tout le monde peut s'inscrire sous n'importe quelle identité. Il se trouve que pendant que Luc Brunner passait des heures et des nuits devant les questionnaires des instituts, j'ai fait exactement la même chose pour mon livre. Et effectivement, ce qu'on découvre, c'est incroyable. Moi, je me suis appelé John. Je ne m'appelle pas John. Et je remplissais à peu près n'importe quoi. Je déclarais que j'étais une femme, que j'étais ouvrière, que j'habitais le nord dans la France, que j'étais musulman. Le tout dans des batteries de questions en fait, qui sont insérées dans des sondages omnibus, c'est-à-dire vous êtes en train de répondre en fait, à des enquêtes sur l'environnement, l'insécurité, et puis d'un coup vient une question sur dimanche prochain, si l'élection avait lieu, alors on est 3 ans, 4 ans avant l'élection, pour qui vous voteriez, quoi. Sachant que, évidemment, entre les questions qui sont posées, se génèrent ce qu'on appelle des effets de halo, et que toutes les questions en fait, se colorient, quoi. D'accord, et colorient les réponses. Il y a aussi la question, évidemment, du contrôle des réponses. Et ça, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'auditionner des responsables d'instituts de sondage, mais comment s'opère le contrôle, en fait, de cohérence des réponses? Parce que moi, je pense que j'ai fait à peu près la même chose que Luc Brunner, c'est-à-dire dans les questions politiques des sondages, je disais que j'étais d'extrême gauche, que j'avais voté à l'extrême droite, mais qu'il y a 10 ans, j'avais voté au centre, etc., etc., quoi. Qui décide en fait de la cohérence ou de l'incohérence de ces réponses? Parce qu'en tant que sociologue, j'aurais tendance à penser, c'est pas finalement si incohérent que ça. Qui décide en fait des principes de la cohérence électorale, en l'occurrence, quoi. Et comment sont traitées concrètement ces questions par les sociétés qui s'occupent des access panels? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Un autre problème, c'est évidemment le problème des redressements. Depuis 2016, écoutez bien, hein, depuis 2016, vous le savez mieux que moi, depuis 2016, les instituts de sondage sont contraints par la loi, donc 2016, la loi qui corrige la loi de 1977. La formulation est la suivante: de publier, s'il y a lieu, les critères de redressement des échantillons. Et, en fait, s'il y a lieu. Donc, généralement, ils décident qu'il n'y a pas lieu. Donc quoi, dans les notices qui sont versées sur le site de la commission des sondages, généralement, vous n'avez que des informations extrêmement fragmentaires sur les modalités de redressement. Alors, on a le redressement sociodémographique, mais à part constater ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire souvent des personnes qui sont non diplômées, sous-diplômées, issues de catégories sociales plutôt basses dans la hiérarchie, ces gens ne répondent pas. Et en revanche, ceux qui ont un capital culturel élevé, évidemment, surrépondent, on le sait très bien. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, parce que, bon, pourquoi pas, quoi. Enfin, redresser un échantillon de point de vue sociodémographique, c'est pas illicite. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Ça, on ne le sait pas. En fait, les informations qui sont délivrées par les instituts dans ces notices, c'est simple, c'est les redressements par rapport aux précédentes élections. Quels sont les coefficients qui sont appliqués? Quelle colonne de référence est choisie? Comment s'opèrent concrètement ces redressements? Sachant que il y a quelques années, Pierre Weil, l'ancien patron de la Sofres, avait écrit une tribune dans Le Monde. Il avait dit, écoutez bien la légèreté avec laquelle il parle, c'est incroyable. Il dit, oui, les redressements, c'est comme la cuisine, hein, il y a des recettes, mais il y a aussi, écoutez bien le terme, du pifomètre. Donc en fait, on redresse des enquêtes politiques sur la base du pifomètre. Alors pifomètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le dernier mot est laissé aux responsables d'instituts de sondage, quoi. C'est-à-dire, si manifestement, mais on ne le sait pas, hein, si manifestement les redressements ne correspondent pas exactement au rapport de force ressenti, on modifie en fait ces redressements. Pifomètre. Dernier problème, mais je pense qu'on va y revenir, c'est que je considère que les sondages politiques sont soumis à un contrôle qui est insuffisant. La loi je pense que vous avez lu le texte de la loi, il est très très peu contraignant pour les instituts. Qu'est-ce que doivent faire les instituts? Déposer leur notice à la commission des sondages. Maintenant, c'est facile, ça se fait en ligne. Rendre public un certain nombre d'informations qui ne sont absolument pas cruciales. La date de réalisation du sondage, les modalités, la taille de l'échantillon, etc., etc. Et puis, ils ont interdiction, évidemment, de publier des sondages la veille des scrutins. Mais en fait, c'est tout. C'est tout, quoi. Et cette loi, aujourd'hui, qui
la loi de 2016 a été bienvenue, puisqu'elle est le produit en fait des travaux justement de Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur. Hein. Il faut se rappeler, je pense que Jean-Pierre Sueur l'a rappelé, 2011, adopté à l'unanimité au Sénat, blocage à l'Assemblée nationale. Hein. Là aussi, il faut s'interroger sur ce blocage. Donc ce travail qui a été fait par les deux sénateurs est extrêmement important, mais on est en présence d'un texte de loi encore extrêmement ambigu. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce que la commission des sondages contrôle l'intégralité des sondages politiques. Mais ça n'est pas le cas. Ça ne concerne que les sondages, et la formulation est vague, ayant un rapport avec le débat électoral. Mais ça signifie qu'il y a un nombre incroyable de sondages politiques extrêmement problématiques qui passent sous les radars de la commission des sondages. Donc, l'espèce d'autosatisfecit que s'attribue la commission dans ses derniers rapports d'activité est juste incroyable. Enfin, l'essentiel, à part les intentions de vote, effectivement, le reste de la production passe à côté. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, j'ai un nombre incroyable d'exemples de sondages politiques extrêmement problématiques. Et ce sont généralement ceux qui structurent le débat politique. De la même manière, on est sur une ambiguïté très forte. La loi contraint, c'est même pas une ambiguïté, c'est presque ubuesque. La loi contraint les instituts de sondage à publier les marges d'erreur. Ces marges d'erreur ne sont pas calculables avec la méthode d'échantillonnage qui est utilisée par les instituts, qui est la méthode des quotas. Elle n'est calculable qu'avec la méthode aléatoire. Pourquoi le législateur a choisi de passer outre ce que tous les statisticiens savent? Parce que Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli, peut-être à raison, ont considéré que c'était toujours mieux de faire figurer ces marges d'erreur que de ne pas les faire figurer. Pour rappeler que, en fait, effectivement, les sondages sont des approximations, quoi. Mais qui prend en considération les marges d'erreur? Qui les lit? Les instituts, maintenant, depuis la loi organique de 2021, sont obligés, à chaque fois qu'ils publient un sondage d'intention de vote, de faire mention de ces marges d'erreur. Mais, enfin, pour revenir sur la critique que faisait Luc Brunner tout à l'heure, j'ai jamais lu un article expliquant ou prenant en considération la marge d'erreur. Ça ne marche pas dans l'économie médiatique actuelle. Imaginez je sais pas, de journal qui annonce Marine Le Pen à 40%. On va certainement pas publier les résultats de ce sondage en une avec, ce que ça donnerait avec la marge d'erreur. Enfin, évidemment, l'effet éditorial serait complètement brisé. Donc, comment une loi impose à des instituts de sondage de faire quelque chose qui est statistiquement dénué de sens? Voilà, je pense qu'un autre problème de la commission, c'est évidemment sa composition. Hein. Vous avez rencontré Alain Garrigou. Ce sont des hauts fonctionnaires issus de la Cour des comptes, de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Ce ne sont pas des spécialistes des sondages. Hugues Portelli avait eu ce mot dans une interview en 2017 qu'il avait accordé à France Info. Il disait les membres de la commission sont tous incompétents en matière de sondage. Et c'est un sénateur qui le dit. Donc, il serait peut-être temps, je pense, de réfléchir justement à cette commission. Il y a, à ma connaissance, 11 membres issus de la haute fonction publique, 2 experts et 2 statisticiens. Sachant que le travail de la commission s'effectue toujours a posteriori. J'ai envie de dire, c'est trop tard. Donc, revoir la manière dont fonctionne cette commission, je crois que vous auditionnez ses responsables demain matin, il me semble. Il y a une vraie discussion à engager. Donc, c'est la raison pour laquelle je termine en disant que je salue l'initiative de cette commission. Et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Et évidemment, je répondrai avec Luc Brunner à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ces interventions qui rentrent en plein dans le cœur des sujets qu'on voulait aborder. Je vais commencer par laisser la parole à notre rapporteur pour une première série de questions. Merci beaucoup à vous deux pour votre intervention et en mon nom et je pense au nom de mon groupe parlementaire, je pense que vous recevez notre soutien face aux procédures Bayon parce qu'on sait que c'est des procédures qui sont souvent utilisées par les industriels et pas seulement dans le secteur des sondages pour essayer de faire taire les personnes qui ont le malheur de déplaire à certaines personnes qui ont la puissance de l'argent de leur côté. Donc en tout cas pour ce qui concerne notre groupe parlementaire, je vous apporte
notre soutien. Ensuite, sur les différentes questions que vous avez posées, vraiment, je vous remercie tous les deux parce que on est dans le vif du sujet. Nous, on a décidé, en lançant cette commission d'enquête avec la France Insoumise, de poser cette question des sondages comme une question qui a trait au sujet électoral, avec cette espèce de grand point d'interrogation, quel est l'impact des sondages sur les élections, et où la science électorale elle-même, moi je suis sociologue de formation et sociologue des institutions politiques, donc je sais que la science électorale elle-même est pas forcément unanime sur le sujet, mais tout le monde se dit que ça a un impact, sinon on n'en commanderait pas. Enfin, en tout cas, ça permet d'avoir des informations. Et en même temps, tout le monde se dit, peut-être que ça peut influencer l'élection, et que ça peut l'influencer dans 2 domaines. D'abord dans les thèmes qui vont être portés dans l'élection, et ça c'est peut-être un des points absents de la commission des sondages, mais vous l'avez un petit peu abordé. Il n'y a pas seulement les sondages sur les élections, il y a aussi les sondages sur des thèmes, sur la question, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Brunner, mais quand on fait des sondages sur l'immigration, quand on fait des sondages sur l'insécurité, quand on fait des sondages, ça permet de créer une ambiance aussi qui n'est pas seulement électorale, qui est une ambiance politique globale, et particulièrement quand on se rend compte que désormais il y a des personnes qui possèdent à la fois le journal qui commande le sondage et la chaîne de télé qui va commenter le sondage commenté à l'institut de sondage par le journal qu'on possède. Ça fait quand même beaucoup de conflits d'intérêts sur ce sujet-là. Et puis il y a ensuite la question purement politique, c'est-à-dire est-ce que ces sondages sont réellement capables d'aller donner des éléments politiques. Alors le problème qu'on a d'une certaine manière, c'est que la défense qui va être celle des instituts de sondage, ça va être de dire nous on donne une photographie, et cette photographie c'est un moment T, donc au moment où on vous a dit les choses c'était la vérité. Alors le fait qu'ensuite ça soit totalement différent, c'est pas de notre faute d'une certaine manière. Il peut y avoir des choses qui se sont passées depuis la photographie, et voilà. Est-ce que vous pensez que par exemple une évolution de la photographie qui fait qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon peut avoir 6 points d'écart entre les sondages à 48 heures du second tour et le résultat réel qu'il obtient à l'élection présidentielle en 2022, est-ce que vous pensez que ça entre dans la logique des marges d'erreur, dans la logique scientifique des sondages, et où en fait il y a une progression de 6 points en l'espace de 48 heures dans le dernier moment de la campagne présidentielle? Même question pour les élections législatives, et là ça va peut-être rejoindre plutôt une des questions qui est posée dans votre livre sur le sujet. Mais les sondages donnent souvent le Rassemblement national gagnant des élections. Et pourtant, le Rassemblement national ne gagne pas les élections. Et ça fait quand même un petit moment. Parce que moi, j'ai commencé mon engagement politique, y compris en faisant de la critique, alors cette fois-ci à la fois des sondages, mais aussi des médias utilisant les sondages. Et sur ce que j'avais appelé à l'époque une forme de lepénisation médiatique et sondagière. Mais on constate élection après élection qu'il y a cette tendance à dire qu'ils vont gagner, et que pour l'instant, même aux élections législatives où on nous avait dit qu'une majorité, peut-être même absolue, était certaine presque pour le Rassemblement national, au final, c'est pas ce qui s'est produit. Parce qu'il y a des dynamiques propres aussi à la vie politique que les sondages ne sont pas nécessairement en capacité d'évoluer. Donc sur ces sujets-là, est-ce que vous considérez que ça vient alimenter de manière démocratique le débat sur l'élection, ou bien au contraire que ça vient empêcher une partie du débat sur le fond, par exemple, des programmes, des discussions politiques qui peuvent avoir lieu? C'était notamment un des sujets qui était évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre Sueur. Et puis, dernière question que je vous donnerai, c'est que faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux législateurs vis-à-vis de ces instituts de sondage ou de la commission des sondages? J'ai relevé un certain nombre de propositions que vous avez faites, notamment augmenter la capacité de contrôle, mais ça veut peut-être dire aussi augmenter les moyens de cette commission des sondages. Changer la composition, c'est également une des recommandations qui avait été faite par Jean-Pierre Sueur. Et sur les sondages eux-mêmes, sur les instituts de sondage eux-mêmes, est-ce que vous auriez des recommandations à apporter à notre commission que nous pourrions peut-être réfléchir à mettre en œuvre sur le plan législatif? Merci. Alors, je ne sais pas comment vous voulez... qui veut commencer à répondre, M. Brunner? Plusieurs questions de nature très différentes. Si on voulait mieux faire, pour essayer de faire une réponse globale,
D'abord, moi je tends à considérer que les sondages font partie du débat public et qu'au final c'est une contribution. Le problème c'est la place qu'on leur accorde. Arriver à une extrémité qui serait de ne pas avoir de sondage serait une erreur, incontestablement. C'est un outil parmi d'autres, voilà, avec ses fragilités, ses limites, mais toute mesure qui nous empêcherait collectivement de disposer d'outils pour essayer de prendre la température de ce qu'est une société aujourd'hui, évidemment serait complètement contre-productive. La question est comment améliorer à la fois leur qualité et leur utilisation. Moi, c'est parmi les interrogations, enfin, Alexandre Désé l'a brillamment exposé sur la méthodologie, notamment sur la question des redressements. C'est ancien, en fait. La question des redressements, ça fait partie d'interrogations qu'on peut avoir sur les sondages depuis que les sondages existent. Voilà, parce qu'un sondage brut n'a qu'une valeur très relative, et donc les instituts considèrent qu'il faut les redresser avec des méthodes qui, et c'est là une énorme limite, ne sont pas connues. Je trouve que l'évolution des sondages, l'histoire des sondages, j'imagine que Jean Pursieur et que Alain Garrigou l'ont exposé quand ils sont venus, c'est une évolution lente de sondages qui étaient au début faits en face à face, puis vers le téléphone, et aujourd'hui vers les access panels. C'est une logique de coût économique, puisque les premiers coûtent très cher en main-d'œuvre et les derniers faits sur Internet coûtent nettement moins cher. C'est aussi une logique d'efficacité. Il se trouve que les gens, par exemple, répondent beaucoup moins au téléphone qu'avant, et que des instituts qui voudraient aujourd'hui procéder à des enquêtes par l'outil téléphone n'y arrivent beaucoup moins qu'auparavant. Donc c'est une difficulté pour eux. Donc les sondages en ligne ont un double avantage. C'est un coût moindre pour les instituts, mais pour les commanditaires aussi, et la capacité de toucher un public qu'auparavant on ne touchait pas. Donc ça présente des avantages qui sont incontestables. Ça peut aussi avoir un avantage paradoxal, qui est aussi intéressant, c'est qu'il peut y avoir en face à face ou au téléphone une forme d'autocensure de la part des répondants, et qui ne vont pas oser dire des choses, par exemple sur des pratiques sexuelles, sur des pratiques religieuses, sur des votes qui ne sont pas considérés comme étant des votes acceptables, ce qu'ils pensent réellement. Là, de ce point de vue-là, dans certains cas, le sondage en ligne peut être plus intéressant que des sondages, par exemple, en face à face. Donc je vous dis ça pour avoir une lecture la plus complexe possible sur la question des panels. L'immense fragilité, c'est l'opacité de ces panels. On ne sait rien sur ces panels. D'autant qu'en fait, vous avez plusieurs acteurs. Vous avez les instituts de sondage dont certains sont propriétaires, comme ils disent, de leur panel. Donc des centaines de milliers de personnes qui sont inscrites sur leur base. Quel profil, quel mode de recrutement, quelle utilisation individuelle de ces répondants, on ne sait pas grand-chose. Et vous avez d'autre part des entreprises dont certaines ont des activités très florissantes, notamment une entreprise française qui marche très bien, qui sont des prestataires de services, qui livrent des panels à des instituts de sondage, et donc qui en fait interviennent dans une vraie prestation de service qui est la constitution de panels, qui est un métier à part entière. Encore une fois, moi, tout métier est a priori respectable, mais en termes de capacité de contrôle de ces panels, de leur composition, de leur évolution, on est aveugle. Et je pense que la commission des sondages, quand elle a travaillé après la campagne des présidentielles, c'est pour l'essentiel qu'on tentait d'interroger les responsables des instituts qui leur ont dit que tout allait bien. Ils ont bien raison de dire que tout va bien. L'inverse aurait été étonnant. Mais on n'est pas allé creuser dans la méthodologie profonde des panels en ligne. Ce que j'ai fait modestement en créant effectivement des identités complètement délirantes. J'ai eu 18 ans, 50 ans, 75 ans. J'ai habité toute la France. J'ai eu toutes les religions, toutes les opinions possibles. Voilà. Bon, derrière ça, j'ai contribué à nourrir cette machine. Donc c'est vraiment pour moi le premier aspect, c'est de pouvoir travailler en profondeur sur les panels, leur évolution, et notamment tracer un point qui est une immense fragilité des sondages aujourd'hui, ce sont les multi-répondants. Alors, je suis un cas particulier, évidemment, mais il se trouve qu'une série de chercheurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, de l'INSEE, de l'INED, de Santé publique France, ont fait une étude
qui évoquent une étude sur les répondants des panels. Et parmi leurs conclusions, je vous transmettrai l'étude si vous le souhaitez, parmi leurs conclusions, il y a un aspect très intéressant, c'est qu'il y a une proportion non négligeable des membres des panels qui sont membres de plusieurs panels à la fois, et qui donc ont la possibilité de répondre de façon régulière, très éloignée de toute la théorie des sondages. Et je dis ça avec beaucoup de modestie, parce que je ne suis pas sociologue, et donc je n'ai pas l'expérience de M. Désé, mais on est en dehors des clous scientifiques de façon évidente. Ce qui peut expliquer du coup la fragilité des sondages dans la dernière ligne droite. Il y a pour moi un deuxième volet d'amélioration qui est délicat, qui correspond au potentiel conflit d'intérêts. Alors vous évoquez tout à l'heure le fait qu'on a des sondages qui peuvent être commandés par des médias et qui peuvent être instrumentalisés à des fins politiques. On est aujourd'hui dans une période où une partie du monde médiatique a basculé clairement à l'extrême droite, donc ça nous met dans une position qui est collectivement un peu particulière. Donc c'est un volet qui est assez connu. Il y a un deuxième volet qui me paraît moins connu, et sur lequel je ne sais pas comment les instituts de sondage gèrent ces potentiels conflits d'intérêts. Les instituts de sondage peuvent être commandités par des candidats, et donc en phase de campagne électorale, ils peuvent répondre et être rémunérés par des partis ou des candidats à une élection présidentielle. On le voit apparaître via la commission des comptes de campagne, puisque tous ces éléments sont publics dans un second temps. Ils peuvent être évidemment, et c'est le cas y compris pour Le Monde, partenaires de sondages publiés par des médias. Mais ce qui est déjà pour moi un aspect délicat, c'est qu'ils sont de deux côtés à la fois du champ du débat politique. Ils sont acteurs, partenaires de médias, et ils sont conseillers de candidats, ce qui est, je trouve, déjà délicat. Et dans un même temps, par ailleurs, ils peuvent avoir répondu à des commandes du SIG, et donc répondre à des commandes publiques d'analyse de l'état de l'opinion pour l'État et ses différentes administrations. Donc comment, quand on est à la tête d'un institut de sondage, on gère ces conflits d'intérêts possibles entre des commanditaires qui ont des intérêts qui sont évidemment contradictoires et divergents. Je trouve que là, il y aurait un deuxième volet d'amélioration de la qualité et de la sécurité des sondages. Ça ne permettra pas de répondre à la question en filigrane de la neutralité des sondages. C'est vrai que les instituts de sondage tiennent un discours sur le fait que ce ne sont que des photographies et que le débat public, ce n'est pas eux qui le mesurent. Évidemment que les sondages, on n'est pas dans la neutralité, sinon on ne les utiliserait pas, sinon ils n'auraient pas cette visibilité. La question, pour moi, est de comment on tempère, comment on éduque collectivement, et là encore ça renvoie à notre responsabilité de médias, à la lecture de ces instruments, de ces outils, qui ne doivent être que des instruments parmi d'autres dans la fabrique du débat public. Merci beaucoup. Quand on écoute les responsables d'instituts, effectivement, ils ressortent souvent cette expression les sondages ne seront qu'une photographie de l'opinion. Un ancien responsable d'institut de sondage, qui était également un chercheur à Sciences Po, disait la chose suivante, je le cite, « Les sondages sont des photos, ils n'ont pas de caractère prédictif. » En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, les sondages, ce ne sont pas des photos, et les sondages ont un caractère prédictif. Alors, cette expression photographie de l'opinion, elle est incroyable. C'est un vrai tour de force, en fait, d'avoir imposé cette définition dominante de ce que c'est qu'un sondage. Pourquoi ? Parce que ça laisse à penser, en fait, que l'opinion publique existe, ou elle est préexistante, en fait, et que les instituts n'ont plus qu'à l'enregistrer sous forme de clichés. Or, comme vous le savez, évidemment, la question de l'existence de l'opinion publique est fortement discutée, notamment par les sociologues. Et puis, c'est une expression un peu pratique parce que, disons que voilà, ça renvoie l'outil sondagier à un outil finalement assez familier, quoi. Un appareil photo, puis un appareil photo, ça marche pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, comme le disait également cette même personne que je cite, la photographie, elle peut ne pas être bonne. Voilà. Et comme dit l'un de mes collègues sociologues, effectivement, elle est souvent floue et mal cadrée, quoi. De fait, il y a aussi dans cette idée de photographie de l'opinion que, en gros, un sondage, ça fixe le présent, mais ça ne fixe pas le présent, en fait. En ce qui concerne notamment les sondages les plus importants dans le champ politique et électoral, c'est-à-dire les sondages d'intention de vote.
C'est pas une photographie de l'opinion, en fait, qu'on prend. C'est, en fait, on produit une réalité artefactuelle qui n'a pas de réalité dans la réalité. Alors, je vais juste vous montrer quelques exemples. J'ai préparé quelques slides de rappel à quel point, en fait, ces sondages construisent une réalité politique en laissant penser qu'effectivement c'est une photographie de l'opinion, mais en fait cette photographie de l'opinion ne correspond absolument à rien. Alors ce sont des sondages qui vont vous évoquer un certain nombre de choses, notamment celui qui est reporté par Image, sondage présidentiel. Donc on est en 2011, à un an de l'élection présidentielle de 2012. Regardez bien ce titre, sauf pour DSK, rien n'est joué. Là, un autre sondage qui date de février 2022. On est à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Regardez bien ce que fixe en fait l'enquête en question. Elle fixe des rapports de force complètement virtuels. C'est-à-dire que je vous ai mis une synthèse des écarts entre les estimations et les résultats finaux. D'accord ? Et il faut se rappeler, vous le savez très bien, comment et à quel point les sondages, là on est au niveau on est à peu près à 3-4 sondages par jour selon les estimations de la commission des sondages. Hein. Donc en fait, vous avez un bombardement d'enquêtes sondagières qui donnent des résultats qui ne vont pas correspondre au score final, avec des écarts en termes de points qui sont vertigineux. 10 points pour Jean-Luc Mélenchon, presque 9 points pour Valérie Pécresse, 8,5 points pour Éric Zemmour. Éric Zemmour qui avait été donné par certains instituts au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022. Là, pareil, voyons comment, en fait, ces instituts, encore une fois, créent des scénarios politiques, dessinent un espace, un champ des possibles politiques qui, en fait, va être complètement distordant par rapport à la réalité finale. Je prends le cas de l'élection, ce sont les élections européennes de 2019. On avait annoncé un niveau record d'abstention. Et de fait, qu'est-ce que ça fait, la publication de ces sondages ? Ça génère en fait tout un débat sur la crise de la représentation politique, la désertion civique, l'abandon des urnes par les citoyens. Or, il se trouve que à ces élections, on a atteint le 4e meilleur niveau de participation électorale. Regardez bien cette capture d'écran de LCI en haut à droite. Élection européenne, la grande surprise de la participation. En fait, il n'y a que de surprises, parce que pendant toute la campagne, on a cru les résultats de sondage qui nous annonçaient une abstention catastrophique. Vous parliez tout à l'heure dans votre question du Front National et des problèmes effectivement de surestimation des intentions de vote pour le Front National. Front National, Rassemblement National, d'après mes analyses, c'est l'un des objets politiques les plus rentables d'un point de vue médiatique. En fait. A fortiori, c'était vrai du temps de Jean-Marie Le Pen, mais a fortiori depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du parti en 2011. Donc là, en fait, entre les instituts, on peut présumer qu'il y a quand même une logique de production spéculative. Et j'y reviendrai encore tout à l'heure. C'est à celui qui va fixer le niveau des intentions le plus haut. Pourquoi ? Parce que on peut peut-être poser l'hypothèse que, en faisant de la sorte, ils répondent aux attentes des médias qui, grâce à la production des résultats de sondage, vont jouer des coups en fait éditoriaux. Je pense par exemple, vous voyez là, ce sont les élections départementales de 2015. J'ai pris les estimations de 4 instituts. Résultat final du Front National, c'était 25%, et certains instituts le mettaient à 33%. Cet institut qui a mis le Front National à 33% a convoqué une conférence de presse dans un hôtel à Paris, en présence de Marine Le Pen, pour la féliciter de ses bonnes intentions de vote. Et regardez bien ce que ça fait. Donc on crée la croyance selon laquelle, d'accord, le Front National va exploser les scores. Et effectivement, on le donne à 28, 29, 30, 33, bien au-dessus de ce qu'il va faire. Pourtant, je pense que vous vous en souvenez, le Front National est arrivé premier, en fait, à l'issue de ces élections départementales. Sauf que dans le commentaire, ça génère quoi ? Toujours la même chose. Départementale, Pascal Perrineau, qui est pourtant un très bon spécialiste du Front National, pour le Front National, cette élection est un échec. Mais c'est un échec uniquement, en fait, en regard des résultats produits par les enquêtes sondagières. Autre exemple, regardez bien, Thierry Mariani. C'est le même média à quelques jours d'intervalle. Régional de 2021 en PACA. Un nouveau sondage confirme la victoire du candidat RN Thierry Mariani dans tous les scénarios. Lendemain du scrutin, Régional 2021, Thierry Mariani ou le naufrage du RN au port de la région PACA. Comment on construit, en fait, médiatiquement, mais sondagèrement, en fait, deux réalités qui sont
qui sont différentes. Le cas de Zemmour également, pour la campagne présidentielle de 2022, est exemplaire. Nous avions publié une tribune dans Libération avec mon collègue Monsieur Lejeune, qui déconstruisait cette bulle sondagière, qui disait attention, ce n'est pas possible que Éric Zemmour soit à 17, 18, 19. Et on expliquait pourquoi. On avait été repris de manière très critique par un certain nombre d'instituts de l'époque, mais en fait on avait raison. Parce que, évidemment, M. Zemmour n'a pas fait 18-19%, mais 7%. Donc évidemment, il y a des problèmes, quoi. Et le problème, encore une fois, c'est de se souvenir à chaque fois qu'on a passé une élection que pendant les campagnes, eh bien, on n'a eu qu'une seule boussole pour se repérer en politique, et ce sont les sondages, qui, rapportés à la réalité finale, eh bien, produisent des réalités qui sont complètement dissonantes. Alors, par rapport à ça, effectivement, je rejoins parfaitement Luc Brunner. Longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, mais les instituts de sondage, on voit ici le hold-up du côté du langage des institutions scientifiques. Certains même instituts s'appellent laboratoires d'études. Là, pareil, je veux dire, ce sont des entreprises commerciales. Leur but premier, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires, d'accord ? Pas de servir la démocratie. Parce que ça, c'est pareil. C'était une grande opération des premiers responsables d'instituts qui ont été créés aux États-Unis. C'est l'entreprise rhétorique de Gallup. C'est de dire, pour légitimer en fait la place des sondages dans la vie politique à l'époque, c'était une nouveauté. On ne sondait pas trop, sinon à travers le vote de paille. C'est de dire, enfin, les sondages participent du bon fonctionnement de la démocratie. Ce sont des référendums sur échantillons. Ils vont aider les citoyens à prendre leurs décisions. Ils vont les éclairer. Moi, j'en suis pas complètement certain, quoi. Il y a derrière la production sondagère non pas des intérêts philosophiques, mais des intérêts financiers. Et ça, il faut le rappeler. De fait, les entreprises commerciales ne sont pas des entreprises au service non plus de la science. D'ailleurs, leur démarche ne repose pas sur la science. Et ça avait été très bien souligné par Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli dans leur rapport de 2011. Il y a au moins deux conditions pour qu'on puisse parler de science. Un, la transparence, ce qui n'est absolument pas le cas des pratiques qui sont celles des instituts. Et deux, la possibilité de vérifier que les résultats soient vérifiables et reproductibles. On n'est absolument pas du tout en mesure, en fait, de satisfaire à ces deux conditions, d'accord ? Tant qu'on ne dépassera pas l'écueil du discours des responsables de sondage qui nous disent c'est notre cuisine, il ne faut pas rentrer dans les... c'est notre secret de fabrication, etc., on en restera toujours et toujours au même stade. Donc oui, il faut renforcer la législation. Oui, il faut contraindre les instituts à publier vraiment les critères de redressement, et pas seulement s'il y a lieu, pour qu'ils nous expliquent enfin pourquoi on arrive à de telles discordances, d'accord, entre les sondages d'intention de vote et la réalité finale. Et cette discordance, eh bien, elle est bien liée à un problème de méthode. Voilà. Merci. De mon côté, quelques questions, réactions. J'en ai une un peu fondamentale, en fait, là, à vous écouter depuis le début de l'audition. C'est que je me dis, comment le dire ? Soit effectivement c'est un problème parce que ça transforme d'une certaine manière l'opinion, ça impacte les élections, et donc c'est problématique. Et vous semblez le dire, y compris dans leur omniprésence dans le débat public. Et d'un autre côté, dans le mouvement d'après, vous dites mais ils se trompent systématiquement. Donc s'ils se trompent systématiquement, c'est qu'ils ne transforment pas l'opinion. Et donc, non mais... je voudrais comprendre comment vous arrivez à résoudre cette équation, parce qu'à vous écouter, on voit bien comment, puis alors les chiffres que vous évoquez, on voit par élection à quel point ils ont pris une place, mais de l'autre côté, vous faites un diagnostic, je dirais, sans concession sur leurs erreurs. Donc au fond, sur leurs erreurs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact, ils se sont largement trompés. Et j'aimerais que vous disiez comment vous arrivez à résoudre ça. Deuxième élément, sur la méthodologie, je suis très interpellé par ce que vous dites sur les redressements, les panels, c'est vrai que c'est interpellant pour nous. Mais je me mets à la place d'un institut de sondage. Quel est l'intérêt de se tromper sur la méthode ? Parce que vous dites, ils se trompent. Mais un institut de sondage, je me mets à sa place, vous avez raison, c'est une entreprise. Bon, une entreprise, elle veut s'installer dans le temps, j'imagine, elle veut que ses clients soient satisfaits. Donc, j'imagine que l'objectif d'un institut de sondage, c'est d'être au plus près, au plus juste. Donc je vous pose la question, quel serait l'intérêt d'un institut de sondage
à se tromper sur les redressements, à utiliser des panels biaisés, ce que vous dites, en disant... donc je voudrais comprendre ça. Est-ce qu'au fond, l'absence de transparence qui pose des problèmes, hein, que je partage, mais est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de secret de fabrication, de modèles sophistiqués qui ne veulent peut-être pas se partager les uns les autres, mais au fond, j'ai l'impression qu'ils ont quand même intérêt à corriger les biais et à donner l'image la plus proche possible de la réalité, même si un débat, j'entends tout à fait, sur l'opinion publique n'existe pas. Mais voilà, moi je vous pose la question, quel serait même l'intérêt de se tromper, de faire des mauvais panels et d'avoir des mauvais redressements du point de vue de l'Institut de sondage. Et enfin, vous disiez, c'est vrai qu'il y a une forme de sursaturation des sondages qui se trompent lamentablement, ils ont toujours des clients quand même. Donc comment aussi vous expliquer que, partant de ce principe, qui se trompe systématiquement, il y en a partout, ça sursature, qu'il y a autant d'appétents. Et là c'est aussi pour M. Brunner, c'est pas que sur la politique, c'est aussi dans le secteur privé. Voilà, de mon côté. Dans l'ordre que vous voulez. Regardez la bulle Éric Zemmour, c'est vraiment intéressant. Regardez le premier sondage qui teste Éric Zemmour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un dans un institut de sondage se dit « je vais mettre Éric Zemmour dans une liste de noms testés ». Certains sondages peuvent être confidentiels. On ne connaît pas leur destinée, on ne sait pas, on ne connaît pas leurs résultats pour la plupart d'entre eux. Ça arrive parfois qu'ils puissent fuiter, mais c'est évidemment aléatoire. Et donc, à un moment donné, il y a bien dans la fabrique de l'opinion une décision qui est une décision de chef d'entreprise, évidemment, de sondeur avec sa méthodologie, qui va décider, avec des moyens dont on ignore tout, des motivations qui sont des motivations commerciales, de mettre un nom, de le tester. Une fois qu'un nom est testé, franchit les 5%, en fait, il apparaît dans le débat public. Regardez, faites un post-mortem, si j'ose dire, de Éric Zemmour dans les sondages, depuis le premier sondage publié jusqu'à l'élection présidentielle. C'est passionnant, et en fait, ça peut répondre indirectement à votre question, qui est... de la même façon qu'on est sur des sondages auto-administrés, on est sur une activité économique auto-générée quelque part. Je suis moins sévère que vous sur les sondages parce que je pense qu'ils ne se trompent pas tout le temps, mais qu'on leur accorde trop d'importance. Donc il y a une légère différence entre nous là-dessus. Mais il y a des moments, et Éric Zemmour, qui est un des personnages qui a le plus animé la campagne présidentielle, qui a échoué, mais qui a peut-être contribué à replacer Marine Le Pen au centre. Et donc, en fait, la responsabilité des sondages dans l'installation d'un personnage public, dans le fait qu'à un moment donné, ils prennent autant d'importance qu'il en arrive, et c'est au moment où je publie mon enquête en début novembre 2021, à être à 18-19% au premier tour, et donc à être testé au second tour. Voilà. Alors que à peu près tous les experts politiques savaient qu'il n'y avait aucune chance que Éric Zemmour aille au second tour, en vérité. Et malgré tout, c'est testé, et malgré tout, à un moment donné, ça devient un fait politique qui est commenté. Et donc, pour vous apporter un élément de réponse, je ne crois évidemment pas qu'une entreprise va volontairement avoir des éléments de mauvaise qualité. Ce sont des gens qui travaillent. Moi, j'ai travaillé avec des sondeurs, et ils cherchent en permanence à améliorer la qualité des questions. Je les ai vus réfléchir. On travaille avec Ipsos, qui est un très bon institut de sondage, à la formulation des questions, à l'ordre des questions, et ils travaillent pour étendre leur panel. Donc évidemment, ce sont des entreprises qui essayent de faire le mieux possible leur travail, mais sous un régime économique qui les pousse à faire du low cost, comme d'autres industries, et donc à essayer de tirer les coups de tous les côtés, avec un non-dit qui est important, que j'ai explicité dans mon article, c'est que la plupart du temps, les médias payent très peu les instituts de sondage. Et donc, on est dans un système où, quelque part, l'impact pour les entreprises qui font ces sondages, c'est un impact de visibilité et pas du tout de rémunération immédiate. Je pense que pour les instituts, les études politiques n'ont pas du tout d'intérêt économique, en réalité. Donc, elles cherchent autre chose, ces entreprises. Le signe convergent dans cette direction, c'est que la plupart des sondages sont sponsorisés. Quand vous regardez, je ne donnerai pas de nom, mais le sondage avec le nom d'un sondage que vous connaissez et le nom d'une entreprise de téléphonie, le nom d'une, je sais pas, d'un opérateur
dans le domaine des logiciels, par exemple, ou des entreprises de sécurité, ce sont des gens qui financent. Et qui financent pour quelle raison? Ce n'est pas un intérêt démocratique, c'est de la visibilité, parce qu'ils savent que derrière, il y aura la reprise du sondage X, qui est le nom de l'institut de sondage, Y, qui est le nom de l'entreprise du sponsor, avec le nom des médias, qui va prospérer, qui va exister. Et donc, pour essayer de répondre de façon complexe à votre question qui est importante, pourquoi on en arrive à des outils qui, pour moi, sont de qualité médiocre, donc je les critique, mais je considère qu'ils doivent exister. C'est parce qu'en fait, il y a besoin d'alimenter une machinerie médiatique, politique, qui fait vivre de façon artificielle, de mon point de vue, le débat politique pendant des mois et des mois. Et donc, les instituts de sondage se voient commanditer la production de dizaines et de centaines en collectif de sondages à la qualité qui est en réalité assez faible, surtout quand les échantillons sont vraiment réduits. Voilà, et donc à la fin, je pense que c'est plutôt le signe d'une industrie low cost, d'une industrie qui tire les coûts le plus possible, qui essaye de financer de façon indirecte ces opérations qui débouchent à ces résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Est-ce qu'on peut se contenter de ça et de se dire que de votre point de vue, du point de vue de la collectivité, on peut, dans le moment qu'on vit collectivement, d'hystérisation de la vie politique, d'attaque contre l'état de droit, d'attaque contre la démocratie, de se contenter d'une économie aussi pauvre qui a un tel impact sur la société, là, pour le coup, ça n'est plus la responsabilité des instituts de sondage, c'est la nôtre, c'est la vôtre, de se dire comment on essaye de monter un peu en gamme sur la fabrique de l'opinion. Et encore une fois, moi, je vous incite à regarder la fabrique de cette bulle sondagière et médiatique autour d'Éric Zemmour. C'est un cas d'école exceptionnel qui a des conséquences politiques parce que ça a contribué fortement à droitiser énormément, à extrême droitiser, pardon, énormément le débat dans cette campagne électorale. Ça a contribué à replacer Marine Le Pen, je mets des guillemets, au centre, en tout cas moins à l'extrême droite que ce qu'elle pouvait représenter auparavant. Et dans toutes les thématiques sur le fond, ça a donné la place, par exemple, à une théorie raciste, complotiste, qui est le grand remplacement, qui a été reprise ensuite par une partie de l'appareil politique. Donc, c'est là où j'entends par avance la défense des entreprises marketing qui font des sondages. Elles ont bien raison de se défendre. Mais je trouve que c'est un débat qui mérite beaucoup plus qu'une réponse corporatiste, parce qu'en fait, les impacts sont majeurs. Alors, la question des effets est une question impossible, en fait, puisqu'on n'a jamais réussi à prouver l'existence d'effets des sondages sur les comportements électoraux. D'un point de vue méthodologique, c'est empiriquement infaisable. Il faudrait pouvoir isoler l'effet propre en fait, des sondages sur la production des comportements électoraux qui relèvent déjà d'un ensemble extrêmement complexe en fait, de variables notamment sociales. On n'a pas les moyens de faire ça. Et puis même, il faudrait que pour que les sondages aient un effet, les individus y prêtent attention. Alors malheureusement, de ce point de vue-là, je n'ai que des résultats de sondage. Mais un institut avait fait un sondage voilà, pour s'intéresser disons, à l'attention que prêtait le public au sondage. Il se trouve que 2/3 des personnes dans ce sondage déclaraient ne pas s'intéresser en fait, au sondage. Ça n'a pas empêché un certain nombre d'intellectuels, sociologues, scientifiques de réfléchir, de spéculer sur les sondages, mais là encore une fois, les sondages, enfin, les effets qu'on pose sont généraement posés de manière a posteriori. L'effet bandwagon, par exemple, pour Jacques Chirac en 1995, l'effet underdog pour Chirac, l'effet bandwagon pour Macron en 2017. Quoi. Mais on n'a aucun moyen de vérifier ces effets. Ces effets se mesurent plutôt, je pense, sur les pratiques politiques ou sur les pratiques médiatiques. Je n'ai pas dit que les instituts se trompaient de manière systématique. Hein. J'ai dit dans un cas sur deux, d'accord. Donc voilà, mais c'est justement c'est intéressant. Je pourrais poser la question autrement. Comment ils arrivent à prédire correctement en fait les résultats dans un cas sur deux. Je crois que ce qu'on a oublié, et là, c'est en partie la responsabilité malgré tout des instituts, c'est que l'outil sondager est un outil parfaitement imparfait en fait.
Et d'autant plus, je dirais, en faisant usage des méthodes qui sont employées dans les instituts. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment d'articles publiés par des statisticiens de l'INSEE qui regrettent qu'on ne se tourne pas davantage vers la statistique publique qui est dans une parfaite, enfin, dans l'orthodoxie en fait de la production sondagière, quoi, et qui rappelle tous les défauts justement, enfin, qui rappelle quand même régulièrement que les enquêtes statistiques telles qu'elles sont faites par exemple à l'INSEE n'ont pas grand-chose à voir avec les enquêtes sondagières qui sont réalisées par les instituts et qu'on ne peut pas les confondre. Moi je pense que tout va trop vite. Faire machine arrière maintenant, c'est compliqué. Les responsables d'instituts disent qu'il faudrait faire preuve de pédagogie. Alors effectivement, mais qu'ils soient les premiers en quelque sorte à faire œuvre de pédagogie. Donc à nous expliquer. Pourquoi ne pas nous expliquer une bonne fois pour toutes comment ça se passe? Il n'y aurait plus vraiment... Si on inversait cette croyance selon laquelle les sondages sont en mesure de prédire l'avenir, et c'est cette croyance qui est établie. C'est pour ça qu'on recourt aux sondages. C'est pour ça que les acteurs politiques en consomment autant. Parce que la politique est quelque chose d'immensément compliqué et que les sondages sont là pour, malgré tout, essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. D'accord ? Mais si on finissait par vraiment comprendre qu'un sondage, effectivement, n'a pas la vocation qu'on lui a finalement accordé, c'est-à-dire lire dans le mar de café politique, eh bien, on en reviendrait effectivement à des débats beaucoup plus apaisés. Or, c'est absolument pas le cas. Enfin, la prédiction, c'est exactement le moteur de l'économie sondagière. Et d'ailleurs, encore une fois, qu'est-ce qui se passe généralement au lendemain de scrutin ? Il y a une lutte entre les instituts pour dire que ce sont eux qui ont produit les meilleures prévisions. Donc, eux-mêmes entretiennent cette croyance selon laquelle on est en présence de cet outil. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir vraiment à l'édification peut-être d'une statistique publique, voilà, qui prendrait en charge ces enquêtes. Parce que, sincèrement, je ne pense pas qu'on ait besoin de 560 sondages pendant une campagne présidentielle. Et peut-être que si on en faisait moins avec un peu plus de qualité, ça a été très bien rappelé. Hein. Je parlais effectivement, j'ai parlé d'ubérisation de la production sondagière, c'est exactement ça, quoi. Réduction des coûts, on veut produire absolument un chiffre le plus rapidement possible. Hein. Ils sont en flux tendu, enfin, au sein des instituts, ils sont en flux tendu. On veut un chiffre qui fasse le buzz, c'est-à-dire ajuster sur l'économie médiatique. Alors, il faut s'attaquer à ça aussi, d'accord ? Mais effectivement, si on remettait un peu de qualité dans la production sondagière, eh ben, je pense qu'on gagnerait en sérénité dans le débat. Dernier point, je suis d'accord avec Luc Bronner, il a l'honnêteté de le dire. Il me semble un problème du côté des médias aussi. La pédagogie doit être multidirectionnelle. Alors, juste quelques exemples. Dites-moi si je suis trop loin, hein, d'accord ? Mais je vais vous prendre quelques exemples. On parlait tout à l'heure de logique spéculative de production des sondages autour du RN. En voici un exemple. Hein. C'est une de Libé qui date de 2012, janvier 2012. C'est quelques mois seulement après l'élection de Marine Le Pen à la présidence du FN. Et il y a une concurrence en fait spéculative qui s'établit entre instituts et entre médias pour fixer les niveaux d'intention de vote le plus haut possible dans un but unique, faire vendre. Voilà. Et regardez bien, donc la une de Libé, c'est 30% n'exclurait pas de voter Le Pen avec une belle faute d'orthographe, ça c'était leur punition. D'où vient ces 30% ? Les 30% en fait sont expliqués à la fois dans la notice du sondage et dans les pages de Libé. Le 30%, c'est l'addition de 8% des personnes qui ont répondu qu'elles voteraient certainement Marine Le Pen, 10% des personnes qui ont répondu oui probablement et 12% des personnes qui ont répondu non probablement pas. C'est-à-dire que là, on a considéré que des personnes qui déclaraient non, je ne voterai probablement pas pour Marine Le Pen avaient autant de chances de le faire que celles qui répondaient certainement. Là, un autre sondage, on n'a pas parlé des sondages sur les populations de confession, enfin sur les personnes de confession, enfin sur la religion, voilà, je vais y arriver, quoi. Mais regardez, là aussi, on est dans un cas d'addition de chiffres inadditionnable, hein, en quelque sorte. Hein. Donc c'est un sondage sur le rapport des Français et des musulmans, ou des Français musulmans, à Charlie Hebdo, et l'idée
En gros, de ce sondage, c'est, l'idée sous-jacente, je ne sais pas si c'est une intention ou quoi, mais c'est quand même de dresser deux portraits assez différents de la population musulmane, qui est quand même, pour l'essentiel, de nationalité française, et la population française. Et là, donc, la question, c'est, quand vous pensez aux auteurs de l'attentat de janvier 2015 contre les journalistes de Charlie Hebdo, quelle est votre réaction? Alors, on voit le chiffre qui a été donné tout en bas, vous voyez, 18% des musulmans, là on oubliait que c'était des Français musulmans, 18% des musulmans n'expriment pas de condamnation à l'égard des auteurs des attentats. Si on regarde le graphique qui est au-dessus, on ne trouve pas ces 18%, et en fait, les 18% ici sont le produit de l'addition entre les personnes qui ont répondu « je ne les condamne pas » et les personnes qui ont répondu « ça me laisse indifférent ». Et là, donc, on considère que ceux qui ont répondu « ça me laisse indifférent », eh bien, partagent à peu près les mêmes vues, les mêmes opinions que ceux qui ne les condamnent pas. Bon, 5% de Français musulmans qui ne condamnent pas les attentats de Charlie Hebdo, c'est la même proportion que les Français dans le tableau qui est donné dans la notice, quoi. Je pourrais continuer comme ça de manière indéfinie. Voilà, par exemple, un autre sondage sur le potentiel électoral de Jean-Marie Bigard et Michel Onfray. Pourquoi on ne sait pas. Regardez bien ici, pareil, alors c'est une autre... c'est un exercice que je donne à mes étudiants. Quel est le problème de ce graphique? En fait, on pourrait croire qu'il y a autant de mécontents que de satisfaits. C'est la représentation graphique qui est donnée. Ça n'est pas le cas. 62% versus 34%. Et ici, je pense que c'est un problème de mise en page, oui, donc de pédagogie. Et là, c'est un de mes sondages préférés. C'est un sondage qui a été réalisé sur... Donc, pour qui... On a posé cette question qui est totalement ubuesque. On a fait un sondage sur les abstentionnistes pour savoir ce qu'ils voteraient s'ils n'étaient pas abstentionnistes. Donc, en gros, c'est comme si on faisait un sondage sur les personnes qui sont végétariennes pour leur demander ce qu'elles mangeraient comme viande si elles n'étaient pas végétariennes, quoi, voilà. Donc, vous comprendrez pourquoi, en fait, je considère que la production sondagière est généralement très problématique. Merci pour toutes ces illustrations. Je vais à la fois laisser la parole à M. Cadalan et lui transmettre la présidence de la fin de cette audition, parce que comme je vous l'annonçais, il faut absolument que je quitte à 45. Donc je vous invite, chers collègues, à prendre ma place. Et pour ma part, je vous remercie pour cette audition des plus stimulantes. Ouais. On va laisser Pierre poser ses questions. Bien poser tes questions. Juste petite question. Ce serait possible de nous envoyer les slides? Comme demain on voit la commission des sondages, justement, moi je voulais plein d'exemples pour travailler sur le fond, et là vous avez quasi fait tout le travail à notre place, donc tu vois, on voulait comment obtenir des informations dans les... Pardon. Oui, tout à fait. Vas-y. Oui, c'est vrai. Oui. Bien, bonjour, merci beaucoup. La générosité du président est sans limite. Il me donne la parole et me transmet la présidence. Merci beaucoup à vous pour l'ensemble de ces éléments particulièrement instructifs. À vrai dire, il se trouve que moi, je siège dans cette commission. Je siège également à la commission des affaires étrangères. Et j'avais envie de vous partager, on va dire, mon sentiment par rapport à un sondage qui a fait parler relativement beaucoup de lui ces derniers jours à propos du rapport des jeunes de 18 à 30 ans à la situation internationale. Alors j'ai regardé, y compris à l'aide de ce que vous nous avez dit, quelques éléments de ce sondage. D'abord sur le plan méthodologique. Donc ce sondage est commandé par 20 minutes à Opinionway, manifestement. Il a été réalisé sur la base d'un échantillon de 314 jeunes de 18 à 30 ans. Donc sur ces 314 jeunes de 18 à 30 ans, ensuite, le 20 minutes et une partie de la presse, Valeurs Actuelles, La Charente Libre, Yahoo Actualité, tire des conclusions assez nettes. C'est près de la moitié des jeunes Français sont prêts à s'engager en cas de guerre en France. Donc, d'ailleurs, on comprend bien que dans le cas où le territoire national serait attaqué, les citoyens français seraient prêts à le défendre. Cela semble, d'une certaine façon, une évidence républicaine. Mais on se demande quel est le rapport entre cela et la situation internationale. Ce sondage donc, qui arrive à ce moment précis de l'actualité dans le contexte de l'allocution du président de la République.
en réalité a été interprété assez largement comme une volonté en général d'aller au combat. Et donc je me suis dit, allons chercher la question précise. À ce stade, je ne l'ai pas encore trouvé. Le sondage d'Opinionway, pour l'instant, sur le site d'Opinionway, il n'y a que le communiqué de presse relatif au sondage, et dans l'article de 20 minutes, rien ne renvoie au sondage. C'est-à-dire que nous n'avons pas les questions. Nous n'avons... Alors, mais ça va à des points très loin. Je donne cet exemple détaillé parce qu'il me semble crucial au moment où des questions de guerre et de paix se jouent quand même en France et sur le continent. Il va donc sur le titre, c'est effectivement les 18-30 ans favorables à l'engagement, etc., ce que je disais. Mais c'est le sujet même du titre, c'est les 18-30 ans. C'est-à-dire qu'on passe quand même de cet échantillon de 300 personnes à les 18-30 ans dans tout le pays. Bon, ça c'est un biais assez général que vous avez expliqué. Mais ensuite, on va plus en détail sur ce qui les inquiète. On est toujours sans savoir la question. Alors pour 85%, donc ça fait 266 personnes, eh bien il s'agit de la situation ukrainienne. 83%, donc il y a un écart assez faible, c'est la politique étrangère de Trump. Donc il y a 2-3 personnes qui sont inquiets par l'un et pas par l'autre. Bref. Et 62% dans le communiqué de presse sur l'instabilité liée à la situation au Moyen-Orient. Et dans 20 minutes, ça devient le conflit au Proche-Orient. Ce qui est tout de même fort différent, compte tenu de ce qui se passe également en Syrie actuellement. Je veux dire, ce n'est même pas le même sujet ni le même objet. Donc, et ensuite, troisième conclusion de ce sondage, les jeunes sont favorables à l'augmentation des dépenses militaires. Donc, nous n'avons ni les questions, donc c'est la méthode par quota, mais nous n'avons pas plus de détails que cela. Nous n'avons pas accès aux marges d'erreur et rien n'est fait en termes de pédagogie. En revanche, moi je considère que ce sondage sert à une ambiance va-t-en-guerre qui est installée dans le pays, sert à installer l'idée que la marche vers la guerre est inéluctable et donc a un rôle décisif au moment où les débats sur la guerre et la paix sont si importants. Ce sondage a un rôle décisif. Il sera d'ailleurs accompagné probablement d'autres sondages à venir, mais ce qui me conduit à dire que dans le cadre de cette commission, on a parlé de l'influence des sondages sur les intentions de vote, des sondages d'intention de vote, mais il y a également, me semble-t-il, une question centrale qui est le rôle des sondages d'opinion relatifs aux conditions mêmes du débat et qui peuvent cadrer et déterminer le débat, et y compris ce qu'il est acceptable ou non de dire dans un débat, compte tenu de l'ambiance installée par les sondages. Moi, à vrai dire, parfois, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais je vous partage ça comme fait d'expérience. C'est qu'il m'arrive de ne pas suivre la télé, etc., mais de suivre l'actualité par la presse, les réseaux. Et je débarque dans un débat télé et je dis des choses qui me semblent rationnelles, évidentes, et je vois finalement le côté orthogonal avec l'ambiance installée, puisqu'en fait, il y a ce que décrivait déjà Bourdieu, il y a une forme de spirale circulaire entre la production de sondages dont personne n'interroge la méthodologie, tout cela qui relève ensuite de l'évidence sur les plateaux télé, et puis si l'on dit autre chose, parce que par malheur on n'aurait pas fondé tous ces avis là-dessus, eh bien on est presque exclu du champ légitime du débat. Donc ce qui pose également, me semble-t-il, un problème démocratique essentiel. Donc voilà, pour résumer la question, à partir de ce cas concret, je voulais vous interroger sur l'influence des sondages, sur les conditions du débat qui elles-mêmes déterminent l'élection. C'est évidemment un exemple très parlant, d'abord parce que l'échantillon est très faible et qu'en tant que tel, il devrait, du point de vue du journaliste que je suis, interdire la moindre reprise de ce sondage. On est sur un échantillon tellement réduit qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Et que je pense que si vous posez la question à la plupart des responsables d'entreprises marketing qui font des sondages, ils vous le diront. Voilà, on est sur un échantillon tellement faible que ça n'a pas de valeur. Là où, malheureusement, je dois faire le constat, c'est que ça veut dire qu'il y a une entreprise qui fait des sondages et il y a un média qui reprend ce sondage en exclusivité. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a financé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça peut être un scoop, entre guillemets, une exclusivité, entre guillemets, qui a été donnée par un institut de sondage à un média pour faire vivre ce sujet.
Donc il y a ce premier média qui reprend l'information, qui la développe, et il y a d'autres médias dans un temps d'eux qui vont la reprendre. Et là, je reprends l'expression que j'ai eue tout à l'heure sur la dimension low cost. Elle existe dans le monde des sondages, elle existe dans le monde médiatique, et donc ça permet à des médias de participer à ce bruit médiatique et donc de produire, j'emploie ce terme volontairement, quelque chose qui ressemble à un article, quelque chose qui ressemble à une forme d'information. Ça ne l'est pas, mais ça a un peu le bruit et la couleur, la ressemblance d'un article de fond, alors que ça ne l'est pas. Donc pour moi, ça renvoie à cette fragilité du monde médiatique et d'une partie du monde médiatique qui est devenu un monde low cost où plutôt que d'envoyer des journalistes sur le terrain faire des reportages, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. On va reprendre en quelques dizaines de minutes une fiche technique ou un communiqué de presse au pire produite par une entreprise qui fait des sondages. Donc c'est ma première réponse là-dessus. C'est toutes les problématiques du low cost dans la fabrique du débat public. Voilà, je pense qu'on est dans un moment, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on en a tous conscience, on peut le dire avec une forme de solennité qui est grave, puisqu'on voit qu'on a des principes fondamentaux de l'état de droit, de la démocratie qui sont directement attaqués. Est-ce que dans ce moment-là, on peut, pour fabriquer le débat, s'appuyer sur des outils ou des méthodes, y compris médiatiques, qui relèvent autant du low cost? Voilà, je pense que c'est une question absolument centrale. Ça ouvre un deuxième questionnement, et vous le dites très clairement, c'est les sondages, c'est pas uniquement les intentions de vote, c'est aussi la fabrique des objets du débat ou des thèmes du débat. Voilà. Et on le sait sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'immigration et la sécurité, le lien qui est fait entre ces deux sujets. Par exemple, il y a une responsabilité très grande des entreprises qui font des sondages et des médias dans l'installation de ces questions dans le débat public. C'est une évidence, avec des méthodes qui sont parfois des méthodes très limites. L'exemple que vous donniez tout à l'heure sur les musulmans, c'est assez spectaculaire. Quand j'utilise mes alias, mes fausses identités en tant que musulman, ce que je ne suis pas, je suis souvent sollicité par les instituts de sondage parce que j'ai sans doute à leurs yeux une valeur plus grande d'un point de vue des sondages, puisqu'en fait, je vais être questionné sur mon rapport à la politique, sur mon rapport à la République, ce que probablement d'autres postulant à des réponses paraîtront moins intéressants aux yeux de ces panels. Donc ça a un impact, c'est certain, dans la fabrique du débat public, et ça l'a encore plus quand aujourd'hui vous avez des groupes de presse, des groupes médiatiques qui ont des visées qui ne sont pas simplement informatives, mais qui sont politiques, culturelles, civilisationnelles. Je ne sais pas où il faut s'arrêter dans la gradation de leurs ambitions, qui tendent à fabriquer une représentation du réel qui correspond à leur idéologie, beaucoup plus qu'à ce qu'est la société française aujourd'hui. Et donc c'est une responsabilité très grande qu'ont les entreprises qui font des sondages. Oui, le cas que vous prenez me paraît parfaitement symptomatique en fait dans les différentes dimensions que vous avez évoquées. C'est typiquement le genre de sondage qui passe sous les radars de la Commission, donc qui échappe en fait au maigre contrôle que fait la Commission, d'où sans doute votre difficulté à trouver des informations en fait sur ce sondage. On est sur une méthodologie qui est très, très fragile, 314 individus dans cet échantillon, c'est effectivement très faible. Si on pouvait calculer les marges d'erreur, je vous ai mis justement un tableau de marge d'erreur à l'écran, si on pouvait les calculer, si on reprend le chiffre que vous avez donné, les marges d'erreur dépendent à la fois de la taille de l'échantillon et des résultats. Si on reprend, vous nous avez dit 50%, hein, c'est ça, vous évoquiez, je crois, au début de votre 50%, vous voyez, pour un échantillon disons de 300 personnes, on est sur une marge d'erreur qui monte à 5,8, à plus ou moins 5,8. Autant dire qu'on est vraiment dans le flou. Ce qui me paraît également problématique, c'est que on parle d'une catégorie de la population qui n'est absolument pas homogène. Avoir 18 ans, ce n'est pas la même chose qu'avoir 30 ans ou 25 ans. On est sur des profils extrêmement différents. Enfin, et donc là, on transforme ces 18
30 ans en catégorie unifiée, agissante, pensante, sur un même mode, ce qui est évidemment faux. À aucun moment, d'après ce que vous dites, de toute manière, ces résultats ne sont mis en question, et ça c'est un autre symptôme, c'est-à-dire on prend ici la mesure du niveau de croyance extrêmement élevé, en fait, de la population en général, dans la capacité des sondages à dire le vrai. C'est ce qu'on appelle un effet de véridiction. Voilà. Et cette croyance est très élevée, c'est-à-dire que dans les sondages d'intention de vote, on va confondre les intentions de vote avec la réalité électorale, voire considérer qu'une intention de vote mesurée par sondage, ça vaut concrètement un vote. Et là, c'est sans doute également le produit du discours de confusion qui a été produit, entretenu autour de l'idée selon laquelle les sondages sont en mesure justement de faire parler l'opinion publique, de refléter les rapports de force électoraux. Et puis on va confondre ce que déclarent 314 jeunes, si tant est qu'ils aient été 100% à répondre, ce qui nous donne une idée de la maigreur des effectifs dans les tableaux. On confond ce que déclarent 314 jeunes donc avec ce que pensent les jeunes. Et on en tire des conclusions qui sont versées à quoi à la lutte politique, au débat politique, pour l'imposition d'une représentation dominante de la situation actuelle, c'est-à-dire venir nourrir l'idée, effectivement, du potentiel militaire, guerrier, conflictuel de notre jeunesse. Donc, je dirais que c'est une description quasi idéale typique des logiques artefactuelles de production sondagère. Voilà, c'est une très très bonne illustration. Et je rejoins encore une fois les considérations de Luc Bourner. Je pense que ça pose question. Et que cette question, on ne se la pose pas suffisamment, ou plus. On se la pose ici, en tout cas. Allez-y, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Non, vraiment, je vous remercie pour ce que vous nous dites, parce que c'est clair qu'il y a une manière de présenter les sondages qui est une évidence. Et on voit bien, et moi je vous remercie aussi d'avoir posé la question médiatique, parce qu'on voit bien que c'est un mi-chemin entre les deux, que c'est un effet d'auto-entraînement qui peut avoir des logiques économiques, y compris, vous avez parlé du low cost, et on sait que, notamment pour les chaînes d'information en continu, qui ont y compris pris une place dans la production de l'information qui est de plus en plus importante, parce qu'avant on regardait éventuellement le feed de l'AFP, puis on essayait de produire des articles ou des sujets de fond à partir de ça. Maintenant, il faut que ça soit rapide pour essayer d'alimenter, et puis il faut qu'il y ait un récit, et on voit bien à quel point une histoire chasse l'autre, et à quel point des sujets qui étaient là il y a même 3 semaines. Il y a 3 semaines, M. Bardella allait serrer la main de Steve Bannon. Aujourd'hui, ils sont contre M. Trump, si on suit ce qu'ils disent. Donc, il y a une forme une histoire chasse l'autre, et d'accélération de la vie politique qui peut s'appuyer, y compris sur des sondages. Moi, j'ai une série de questions. Alors, je voudrais faire court parce que normalement, on avait dit qu'on vous libérait autour de 19h45. On a déjà un petit peu assez largement dépassé. Donc, avec votre accord, je continue un petit peu pour essayer de creuser sur des sujets que vous avez évoqués. Et puis, voilà. Sur la question des panels, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a peut-être un sujet que vous avez évoqué et qui a été aussi évoqué tout à l'heure par Jean-Pierre Sueur. C'est la question de ces boîtes qui produisent les panels. Est-ce que vous nous recommandez, par exemple, de les auditionner, éventuellement d'aller enquêter sur pièce et sur place, ça fait partie de mes pouvoirs de rapporteur. Donc, est-ce que ça vous semblerait être quelque chose d'utile à faire? Sur la question des... Il y a une question qui est en suspens, c'est finalement... si jamais c'est pas des intérêts économiques, si jamais c'est pas des intérêts de produire la vérité, je mets des grands guillemets derrière la vérité, quels peuvent donc être les intérêts qui sont ceux d'une production de sondages qui ne correspondent pas totalement à la réalité? Et pour des politiques, la question qui semble évidente, c'est précisément influencer la politique. Est-ce que vous considérez qu'il est possible, je le comprends de ce que vous dites, mais que un parti politique, par exemple, s'organise pour occuper des panels de réponses aux sondages de manière volontaire et fausse totalement les résultats en disant que, je sais pas, ils étaient électeurs de M. Macron et maintenant, pof, ils vont tous voter pour un autre candidat ou une autre candidate. Est-ce que ça fait partie du champ des possibles à votre avis? Ensuite, sur la question des redressements,
je comprends de ce que vous nous dites qu'une des recommandations qu'on pourrait faire à l'issue de cette commission d'enquête, c'est de proposer qu'il y ait une transparence totale des redressements. Alors j'imagine que les sondeurs ne seront pas d'accord, parce qu'ils vont dire non, c'est parce que vous nous avez dit tout à l'heure, non, c'est notre cuisine, désolé, c'est notre recette, on fait ce qu'on veut, on met du curry, on met du piment, et puis à la fin, ça fait une bonne recette. Mais peut-être qu'il y a une différence entre les intérêts économiques des instituts de sondage et puis les intérêts de la population française et des citoyens à connaître la vérité, puis les intérêts des chercheurs et les intérêts des médias à être en capacité de donner des éléments de critique, y compris des outils qui peuvent présenter comme étant intéressants, mais objet de questions méthodologiques. Question aussi peut-être sur, ça va peut-être plus vous concerner, Monsieur Bronner, mais il me semble, alors c'est peut-être, je recrée peut-être un souvenir, mais il me semble que Ouest France a décidé de ne pas commander de sondage pendant l'élection présidentielle et du coup de mettre à distance la question des sondages. Est-ce que vous pensez que peut-être ça peut faire partie de pratiques médiatiques qui sont intéressantes ou au contraire c'est trop? Question un peu rapide aussi, est-ce que vous pensez qu'il y a des instituts qui donnent des meilleurs résultats que d'autres? J'ai souvenir aussi, indépendamment des instituts, mais je crois que le Cevipof a fait une enquête avec, je crois, c'est 20 000 ou 23 000 personnes, qui est une grosse enquête qui reprend un peu des méthodes d'institut, mais qui, pour le coup, est sur des panels qui sont beaucoup plus longs. Peut-être une question, est-ce qu'on a déjà testé sur un même panel de faire du avant-après? C'est-à-dire, on fait un test avec un panel qui bouge pas, on essaye d'obtenir des résultats, et puis on regarde si les résultats de ces personnes qui ont participé au sondage ont effectivement voté comme ils ont dit, ou en tout cas déclarent à la fin avoir voté comme ils ont dit. Est-ce que ça a déjà été testé, de voir si ça existe réellement une photographie d'un panel sur le temps un peu moyen ou sur le temps long, qui pourrait peut-être nous donner des éléments scientifiques sur les sondages? Je suis désolé, j'avais beaucoup de questions, mais je les ai notées au fur et à mesure, donc je suis désolé, hein, je les fais toutes. Est-ce que vous considérez que c'est normal que des personnes qui sont à la fois représentants publics d'instituts de sondage puissent en même temps être dans les médias et venir commenter les résultats des sondages et puis en même temps être ceux qui peuvent conseiller les sondages à faire aux médias? Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts qui est énorme entre les représentants publics des sondages et les représentants de commerce qu'ils peuvent être à la fois. Même question un peu sur le sujet, mais vous avez dit tout à l'heure les sondages qui sont faits par des médias, ça peut être en fait des produits d'appel. Et j'ai un peu une impression que c'est tout bénef, quoi. Parce qu'à la fois, ils se font payer le sondage, donc ils ont un gain commercial dans le sondage qui est payé, puis ensuite ça devient un produit de publicité, parce que c'est le sondage machin réalisé par je sais pas quel institut pour tel journal. Donc d'une certaine manière, le journal leur paye une pub et leur fait une pub parce que comme on est obligé de dire quel institut a réalisé le sondage, bah ensuite on parle à chaque fois de cet institut de sondage sur tous les médias. Donc il y a une forme de double gain quand on fait des sondages avec les médias. Puis enfin, j'ai une dernière question, je suis désolé, j'en ai vraiment beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pensez des sondages de popularité politique? Parce qu'on ne l'a pas trop abordé, mais d'une certaine manière, on est sur un mi-chemin. On n'est pas vraiment sur des sondages où on va parler de, je sais pas quoi, des sujets là qu'on a évoqués tout à l'heure. On n'est pas non plus sur des sondages électoraux, mais on est des sondages sur qui est sympathique, qui est pas sympathique, qui est aimé, qui est détesté, et où le sentiment qu'on a, c'est que ces sondages-là peuvent avoir une forte capacité prédictive ou productive pour créer des candidats putatifs et pour éventuellement créer des candidats à la candidature ou des candidats aux primaires qui vont permettre de faire des candidatures ensuite. Est-ce que vous pensez que ces sondages ont une influence sur la vie politique dans le sens où ils peuvent organiser une partie de la vie électorale ou du moins pré-électorale dans la période un peu en amont et des personnalités qui vont être testées ensuite dans ces sondages électoraux cette fois-ci? Je suis désolé, j'avais beaucoup de questions, mais j'ai toutes mises de côté pendant que vous parliez tout à l'heure.
Je peux commencer à répondre à une série de questions et puis on se complétera. D'abord, juste en 2 mots, on est dans un contexte très particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est à la fois le contexte de ces sondages low cost, des réseaux sociaux et de la viralité de l'information et des opinions plus que de l'information et des chaînes d'infos en continu. Et donc la conjonction de tout ça fait un contexte dont les instituts de sondage ne sont pas responsables. Hein, attention, moi voilà, qui rend la fabrique de l'information et la fabrique des opinions complètement différente de ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Et donc l'impact de ce sondage un peu aberrant et de qualité, c'est très différent de ce qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Le même sondage il y a 20 ans aurait promu une circulation sans commune mesure avec ce qu'il a aujourd'hui. Donc c'est vraiment un élément de contexte que je voulais rajouter parce que je crois que c'est très important. Sur les panels, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, mais c'est évidemment un sujet sur lequel la commission des sondages, pour répondre de façon diplomatique, n'a pas aujourd'hui les moyens d'enquêter. Et donc arriver à comprendre le modèle économique de ces entreprises. Une des entreprises françaises présentes là-dessus, qui s'appelle Bilendi, a doublé son chiffre d'affaires en 2 ans. Alors plus à l'international qu'en France, ça serait intéressant qu'ils expliquent leur modèle économique, et va par exemple développer des outils utilisant l'intelligence artificielle pour permettre à leurs clients d'auto-générer leurs propres enquêtes à partir de panels. Donc c'est vrai que c'est passionnant, c'est un modèle économique qui a l'air de bien fonctionner, et donc tout ce qui permet d'apporter de la transparence sur des outils qui ne sont pas juste des outils qui relèvent du secret des affaires, mais qui relèvent aussi du fonctionnement démocratique, je trouverais ça à titre personnel évidemment pertinent. La question des manipulations éventuelles, elle est extrêmement importante, sensible et compliquée. Les instituts affirment qu'ils disposent d'outils intégrés dans leur panel pour éviter des opérations collectives de type bourrage des urnes massif, pour reprendre une formule qui n'est pas complètement adaptée pour les panels. Donc vous avez, quand vous répondez à ce genre de questionnaire, quand vous êtes un panéliste bidon comme moi, à certains moments des questions pièges, qui sont des vraies questions pièges, qui sont faites pour que n'importe qui soit capable de répondre. On va vous mettre par exemple une image d'un zèbre et on va vous demander de répondre avec 5 choix. S'agit-il d'un mouton, d'une girafe, d'un zèbre, d'un éléphant ou je ne sais pas quel animal? Votre probabilité de vous tromper, de ne pas connaître la réponse est quasiment égale à 0. Ça doit permettre, du point de vue des instituts, d'évacuer, d'empêcher des réponses automatiques, faites par des robots, par exemple. Donc, ils ont des outils de ce type-là. Ils ont des outils, disent-ils, là encore une fois c'est du déclaratif, mais je veux bien les croire, pour vérifier des inscriptions massives qui viendraient de pays étrangers, pour avoir des outils sur des attaques portées par des intérêts étrangers, par exemple, dans le contexte dans lequel on peut être. Est-ce que c'est suffisant? Je suis bien incapable de vous répondre. En tout cas, ils affirment avoir des outils qui sont suffisants. Là où, en fait, paradoxalement, moi, je serais plus inquiet, c'est sur des méthodes artisanales. C'est-à-dire ce que je fais, moi, en ayant tout simplement créé une douzaine d'adresses mail, ce qui est assez facile, et créé, probablement, je ne sais plus, une vingtaine d'alias différents. On peut imaginer que des militants, en ayant eu une petite formation sur comment être certain que ces réponses seront intégrées, c'est assez facile de le savoir en le pratiquant, seront capables demain de représenter plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes dans des instituts, dans des panels. Est-ce que c'est suffisant à l'échelle d'une campagne? Je ne crois pas. Par contre, dans des moments clés comme l'apparition d'un candidat type Éric Zemmour ou demain d'un, je ne sais pas quel animateur de télé d'extrême droite ou après-demain d'un humoriste ou je ne sais pas qui peut demain tenter de se mettre dans une candidature, dans ce moment clé d'apparition d'un candidat qui va faire frémir le débat public, dépasser les 5%, les 6%, les 7% et donc apparaître de façon plus forte, je ne sais pas si dans quelle mesure ça ne peut pas être des méthodes artisanales qui pourraient permettre d'avoir cet impact-là. Je serais très curieux, très intéressé d'entendre les réponses des entreprises qui font des sondages.
Sur le secret des redressements, je pense qu'ils vous répondront, et ça peut être assez légitime, que ça consiste dans le secret de leurs affaires. Voilà, il se trouve que le secret des affaires a été renforcé par les gouvernements récents pour empêcher notamment les médias de faire leur travail là-dessus. Donc j'entends très bien le fait que dans le cadre de cette commission d'enquête, il y ait la volonté d'amener des instituts de sondage à livrer plus d'éléments. Volontiers. Ça permet de parler du secret des affaires sur lequel les décisions prises ces dernières années ont plutôt empêché les journalistes de faire leur travail. Vous me permettez cette petite parenthèse sur la question du secret des affaires. Les médias sur ce point ont des stratégies très différentes. Il se trouve que Le Monde a choisi de s'associer avec le Cevipof et Ipsos, l'enquête dont vous parliez, qui sont des enquêtes au long cours avec des échantillons extrêmement importants qui ont atteint 20 000 personnes à certains moments et qui sont de façon systématique, sans commune mesure avec l'échantillon que vous évoquiez tout à l'heure. Alors la quantité ne fait pas la qualité, mais la quantité permet d'avoir un nombre de répondants et qui amène à avoir un niveau de confiance dans les statistiques produites qui est plus élevé. Donc il y a par ailleurs un travail qui est fait avec Sciences Po Paris, puisque le Cevipof qui fait que dans tout le travail préparatoire sur la formulation des questions, sur l'ordre des questions, sur la façon de ne pas influencer, on est bien dans le travail d'une entreprise, d'un institut de sondage, mais on est aussi dans le travail porté par des chercheurs en sciences politiques. Alors la science politique, comme le monde médiatique, comme le monde politique et le monde universitaire peut être aussi très divisé, donc il y a des avis très différents sur est-ce que le Cevipof a raison de faire ça. Je ne sais pas si vous avez une opinion, je ne vous la demanderai pas, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir sur ce travail-là un regard qui est, je pense, de meilleure qualité. Des journaux ont fait le choix de ne plus recourir à des sondages. Je crois qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Donc c'était un coup assez malin en termes d'image d'annoncer qu'ils ne faisaient plus de sondages puisqu'ils n'en faisaient pas auparavant. Donc voilà. Moi, je trouve que pour Le Monde, par exemple, c'est pertinent de continuer à chercher à alimenter le débat public de qualité en utilisant des sondages les plus qualitatifs possibles, tout en leur remettant à leur place, qui est une place très relative dans la fabrique de l'opinion. Est-ce que j'oublie une des questions sur les sondages de popularité? Je pense que c'est des sondages qui vous intéressent, vous d'abord, hommes et femmes politiques. Je serais très étonné de savoir que dans l'opinion réelle, ces questions de popularité, avec ces longues listes d'hommes et femmes politiques, dont les premiers sont un peu comme les chanteurs anciens, souvent des gens qui ne sont plus tellement aux manettes, bon, voilà, j'aurais tendance à dire que ça a une valeur très relative, mais s'il y a des lecteurs, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas d'aspect d'opinion là-dessus. Et vous posiez la question des conflits d'intérêts, je l'ai évoqué un peu rapidement tout à l'heure, c'est vrai que pour moi c'est une vraie question de comment, d'un point de vue éthique professionnelle, ou ça c'est la responsabilité des instituts de sondage, d'un point de vue légal, ce qui peut être votre questionnement, on protège le fonctionnement démocratique collectif en évitant d'avoir des gens qui sont à la fois conseillers de candidats, commentateurs des débats électoraux sur la sphère médiatique, et par ailleurs répondant à des marchés publics du service d'information générale. Ça doit être un exercice compliqué. Ça mérite peut-être d'avoir des modes de contrôle un peu différents de ce qui existe. Je crois que je n'ai pas trop oublié vos questions. Je vais essayer d'être le plus court possible parce que Luc Brunner a déjà donné plein d'éléments de réponse. Je pense que si vous examinez l'avant-dernier rapport d'activité de la commission des sondages qui date de 2022, j'en ai mis quelques extraits ici. En fait, partant de l'article de Luc Brunner, la commission des sondages établit un tableau assez positif, voire très positif en fait, du travail des entreprises en charge de la gestion des access panels,
cette commission ne précise pas en fait ses méthodologies de travail, comment elle a investigué, comment elle a obtenu ces informations. Et j'ai trouvé qu'il y avait une mise en opposition un peu singulière entre le contenu des 3 pages du Monde qui ont bien bousculé le monde des sondages et un certain nombre d'affirmations de la part de la commission qui mériteraient quand même qui mériteraient discussion, quoi, au moins. Donc je pense qu'effectivement une véritable investigation en fait dans ces entreprises dans les limites du possible ne serait pas inintéressant, puisque en gros la commission nous explique que tout va bien, que les sondages en ligne ne posent pas de problème, que les sociétés font leur travail, contrôlent les cohérences, contrôlent les réponses, etc. Mais ça, on ne sait pas exactement non plus comment elles font, mais je vous renvoie à cette page. Je crois qu'on sous-estime à quel point les sondages ont pénétré en fait la mécanique de production du politique en France. Et que en fait cette production est soutenue par des collusions d'intérêts. Enfin, les acteurs politiques sont intéressés à la production des sondages, les médias sont intéressés à la production des sondages, les sondages sont devenus un produit d'information ordinaire, conforme à l'économie médiatique aujourd'hui qui fonctionne très très rapidement. Produire un sondage, ça ne coûte pas cher. En ce qui concerne les sondages politiques, généralement les instituts baissent leur prix. L'important pour eux, c'est de bénéficier, en fait, plus un résultat de sondage circule, plus la marque de l'Institut circule, plus effectivement la publicité, parce que c'est ça qui intéresse les instituts. Là, il faut se rappeler que on a que des estimations, mais dans le chiffre d'affaires des instituts de sondage, les sondages politiques, c'est entre 1 et 5%, c'est-à-dire ils ne font pas d'argent en fait avec ça, quoi. Mais ça leur offre une fenêtre de publicité, de publicité médiatique. Ça permet de donner à voir la marque, et c'est aussi comme ça peut-être qu'ils parviennent à capter d'autres clients. Donc Juste, je suis désolé de vous couper sur ça, mais c'est une publicité qui est bien particulière. Parce que quand on paye de la publicité, c'est soi-même qui la paye, avec l'obtention d'un résultat qui est une visibilité augmentée. Quand c'est un politique ou un média qui paye un sondage, et là, je regardais tout à l'heure un exemple du JDD qui commande un sondage à son propre, au CSA sur les statistiques ethniques, qui est ensuite commenté par tous les journaux du groupe Bolloré, mais que eux, il y a une dimension qui est une dimension, en fait, le commanditaire du sondage paye une publicité pour le sondeur. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est dingue. Normalement, on paye soit de la publicité pour avoir une visibilité. On n'a pas quelqu'un qui nous paye de la visibilité pour nous. Ça fait partie d'une sorte de deal, en fait. Voilà, des sondages à bas coût contre une publicité maximale. Et là, on a une autre explication de la médiocrité d'un certain nombre d'enquêtes, puisque le but n'est pas de produire du résultat ou des résultats en rapport avec la réalité, mais en fait de produire des résultats les plus spectaculaires possibles pour assurer un buzz maximal. Et cette logique-là, elle est bon, là on la voit un peu moins dès lors qu'on sort des périodes électorales, mais elle est évidemment très visible quand on est dans des périodes à forte intensité politique. Sur le redressement, je rejoins parfaitement Luc Bronner. Hein, ça a déjà été débattu. C'est même une tentative au début des années 2010. Jean-Luc Mélenchon a essayé de faire en sorte que le secret autour des redressements saute. Et en fait, ça produit l'effet contraire. En fait, c'est-à-dire les instituts ont reçu l'autorisation de continuer à travailler sans livrer leurs recettes. Ça relève du secret industriel. Je ne sais pas comment on peut faire en sorte de lever ce secret. La commission dit qu'elle impose maintenant aux instituts une colonne de référence unique, une possibilité très réduite de redresser par rapport à la question, enfin un critère de certitude de choix. Donc les instituts ne peuvent pas bouger, mais concrètement ça donne quoi? On sait
on n'en sait pas beaucoup plus. Savoir si des instituts produisent, certains instituts produisent de meilleurs résultats que d'autres. Encore une fois, les classements sont faits généralement par les instituts qui s'autoclassent, quoi. Donc c'est très, très compliqué. Sur la question de l'avant-après, en fait, ce que vous décrivez est extrêmement intéressant. Ça fait penser en fait à ce qu'on appelle les rolling, c'est-à-dire en gros des séries de sondages en fait quotidiens qui se basent sur la combinaison de 3 échantillons de l'avant-veille, de la veille et du jour. Et puis à chaque fois on décale. Alors ça serait intéressant effectivement de se pencher. C'est une très bonne question et suggestion. Juste en guise d'illustration, ça ne répond pas exactement à votre question, mais ça peut nous donner une indication. Vous avez sur l'écran un sondage qui a été réalisé sur les principales raisons de l'abstention avant le premier tour du 23 avril et après 23 avril, pardon, on est sur les législatives, présidentielles de 2017. Alors d'abord, c'est très bizarre de faire un sondage sur les raisons de l'abstention avant que le vote ait eu lieu, mais on fait ça quand même. Et regardez bien les principales raisons de l'abstention qui sont mises en avant. Alors c'est une question fermée, c'est-à-dire que les répondants n'ont pas le choix, évidemment. Enfin, généralement, donc les instituts passent à côté des véritables raisons de l'abstention. Et là, on va voir justement, on va pouvoir observer l'effet que produisent les questions sur les réponses. Donc les principales raisons de l'abstention avant le premier tour, vous voyez en tête, c'est les hommes et les femmes politiques vous ont trop déçus, vous ne croyez plus en eux, ce qui, on voit ici l'implicite. Il faudrait quand même connaître vraiment de près la politique pour pouvoir répondre à cette question. Quel que soit le résultat de l'élection, vous dites que ça ne changera rien. Aucun programme des candidats ne vous paraît vraiment convaincant. Donc là, supposez que tous les répondants, ou en tout cas un cinquième même de l'échantillon, a lu tous les programmes et que rien ne convient, paraît soupçonnable. Donc ça, c'est avant le premier tour. Je vous demande de bien garder en tête ces résultats. Et voici les résultats après le premier tour. Et là, en fait, on voit bien que dans un premier temps, avant le premier tour, les répondants se sont alignés sur ce qu'ils considèrent comme étant la réponse la plus légitime à donner, c'est-à-dire si je dois m'abstenir, c'est forcément pour des raisons politiques. D'accord ? Parce qu'on a construit la figure du citoyen comme ça. Et en fait, après, une fois que le premier tour de l'élection est passé, évidemment, c'est une reconfiguration de la hiérarchie des réponses. Et la première réponse qui est avancée, c'est « Désolé, j'étais absent, je ne pouvais pas participer ». Donc, pardon ? Absolument. Et de fait, là, on voit bien qu'on ne peut pas forcément se fier à la comparaison sur des enquêtes qui portent sur un même sujet avant et après. Je pense que je vais terminer sur un dernier point, c'est qu'effectivement, il est problématique que la production sondagière évolue aujourd'hui dans un circuit circulaire, en fait, de production et d'interprétation. C'est-à-dire, ce sont ceux qui produisent les enquêtes qui viennent les commenter sur les plateaux. De fait, ça ferme encore un peu plus l'espace possible à une critique sur les sondages. Et puis, sur les sondages de popularité, pareil. Enfin, la question, c'est... Enfin, moi, le premier réflexe que j'aurais, c'est qui connaît qui. C'est-à-dire, on impose des listes d'acteurs politiques. Ce sont ceux auxquels les sondeurs pensent, les acteurs politiques pensent, les journalistes politiques pensent, les spécialistes de sciences politiques pensent. Est-ce que c'est vraiment la liste à laquelle les répondants pensent ? Bien, merci beaucoup à vous pour ces échanges absolument passionnants et qui vont nous donner demain du grain à moudre, puisque nous recevons à 9h30 la commission des sondages, puis le service d'information du gouvernement. Donc vous nous avez donné matière à interroger ceux qui vous suivront. Merci beaucoup.